Troisième livraison de la semaine, mesdames, messieurs, qu'Horizon Midi soit avec vous. Bienvenue encore à cette autre sortie de la semaine. Votre programme, justement, qui ne cesse de s'imposer au sud du Sahara, médiatiquement parlant, entre 10h et 12h sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Nos chroniqueurs très habituels répondent encore présents à l'appel du devoir. Ce matin, le devoir d'informer, d'éduquer et même de sensibiliser, tout en respectant l'éthique et même la déontologie qui encadre le métier de journalisme au Cameroun. Juste à ma droite, ce matin, Julio Axel Job, qui est encore présent sur ce plateau. Il est le représentant de la région du littoral, ressortissant d'un dôme très précisément. Il aura ainsi la lourde responsabilité de commenter et l'ensemble des sujets qui lui seront déposés sur la table. Il nous conduira dans un tour dans le monde avec la situation en République démocratique du Congo, justement, qui adresse une plainte contre Apple pour plusieurs chefs d'accusation qui pèsent justement contre cette organisation. On aura le temps justement d'épiloguer sur cette actualité ce matin. En face de lui, Yvan Ameni, d'une fils ressortissant de la ville de Bafan. Vous l'aurez compris, il représente la région de l'Ouest Cameroun ce matin. Il aura ici la lourde responsabilité de décrypter également l'ensemble des sujets qui lui seront déposés sur la table ce matin. On en parle, on questionnera le pourquoi de cette addiction dans la consommation des whisky en sachet, le phénomène qui prend de plus d'ampleur au Cameroun. Les jeunes qui s'inivrent justement relativement à cette question, comment justifier une telle dérive. On aura justement le temps de décrypter cette actualité. Puis en thématique centrale, on ira du côté du barreau du Cameroun avec l'élection du 18 janvier qui finalement a été annulée. Qu'est-ce qui justifie cette annulation? Que se passe-t-il concrètement? Mesdames, Messieurs, voilà ainsi le menu de votre émission. L'unique étoile du drapeau Cameroun. J'ai le privilège, l'honneur et même le bonheur de modérer encore les échanges de ce matin. Yvan Ameni, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Horizon Midi. Bonjour mon très cher Omar Noifeu, bonjour à Julio Axel Job, bonjour également à tous ces millions de téléspectateurs qui ce matin nous renouvellent encore leur confiance. Et il faut leur préciser également qu'ils sont de plus en plus très nombreux à nous regarder parce qu'il y a encore, j'étais du côté de l'entrée Simbok, dans une petite buvette là-bas et ils étaient nombreux qui nous ont dit qu'en fait, ils se multiplient, ils se mobilisent de plus en plus à regarder les programmes d'Horizon 3 Télévision. Et vous étiez seul dans cette buvette, Yvan Ameni. Il faut qu'on constate justement au lendemain de jour de votre présence de ce côté. Vous avez pourtant quelques collègues avec qui vous partagez le plateau tous les jours, Yvan Ameni. Vous savez que dans une autre vie, je suis notable. Donc il y a des retrouvailles de la notabilité qui malheureusement vous obligent... Les retrouvailles de la chefferie. De la chefferie qui malheureusement vous oblige à être seul. Les retrouvailles auxquelles on ne peut pas être convié quand même. Non, vous ne pouvez pas parce que c'est souvent compliqué. Il faut être introduit, initié. Il faut qu'on vous... Julio Axel Job, bonjour et bienvenue sur le plateau d'Horizon Midi. Bonjour Marie, bonjour Yvan, bonjour à ceux qui nous regardent. Vous avez l'habitude de dire que tel sera le représentant de la région du littoral. Je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement. Ça veut dire que vous portez la voix de cette région sur le plateau d'Horizon Midi. C'est un secret de polichinelle. Je porte la voix du Cameroun et celle de l'Afrique. Et particulièrement celle de la région du littoral. Si vous le dites. Voilà. Vous êtes très sérieux, très fatigué ce matin, Julio Axel? Oui, je n'ai pas eu une nuit facile. Donc, Vous n'avez pas eu une nuit facile. Comment ça se justifie? Le travail administratif? Non, ça n'a rien à y voir. C'est vrai qu'il y a eu un incident ici hier avec les panélistes de l'émission Horizon Soir. Il y a eu un cas d'accident qui nous a mobilisés. Puis on était éveillés jusqu'à une certaine heure, malgré le fait que on était parti. Moi, je n'étais pas là, mais au téléphone, on a essayé de diligenter comme on pouvait. Et voilà, une nuit un peu chargée. Une nuit chargée? Une nuit chargée, c'est une responsabilité d'homme. Non, il n'y a pas de sous-entendu. Non, vous devez déjà savoir que moi je suis célibataire depuis un temps. Donc je n'ai pas du tout de ce type de responsabilité. Oui. Pas de nuit chargée, c'est par rapport à mes choses, par rapport à mes préoccupations. Justement, on parle de nuit chargée d'homme. Ça n'a rien à voir avec ça comme vous pensez. Rien à voir avec ce que je vous vois imaginer là. On a l'impression que c'est vous qui imaginez les choses. Non, enfin, on parle de la nuit des hommes. Donc voilà. Merci en tout cas d'être avec nous sur ce plateau. On espère justement tout de suite qu'on va bénéficier davantage de ces faits d'actualité. Peut-être cette fois aussi dans l'écosystème social, très certainement. Je lui ai mais avant, je souhaiterais que nous fassions une certaine mise en bouche. Il y a de l'imposture gouvernementale qui a été observée dans le cadre de la sortie du ministre des Enseignements supérieurs, le ministre d'État Jacques Famendongo, qui dit être en dôme. Et voilà, il a tenu un discours justement devant massivement répondu justement à l'appel. On ne sait pas si c'était justement relativement à sa présence
dû à autre chose, mais nous allons en quelques minutes seulement regarder cette vidéo, ce discours, et on reviendra justement sur le plateau pour ensemble décrypter cette actualité qui bat son plein. C'est un choix du cœur, un choix de la raison, un choix statutaire. Je vous salue. Je vous salue de la part du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le président Paul Biya m'a chargé de vous dire qu'il vous aime. Il est fier de vous. Il peut compter sur vous. Vous avez toujours été et sera toujours avec vous. La quintessence de tous les propos qui ont été délivrés aujourd'hui ici à Lome. Je retiens que le président Paul Biya est votre candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et ceci est conforme à l'article 27, alinéa 3 des statuts de base du parti. Donc, c'est un choix du cœur, un choix de la raison, un choix statutaire. J'ai également retenu que vous ferez tout, mais de manière démocratique et transparente. Le respect des opinions des uns et des autres pour que le président Paul Biya soit magistralement réélu. J'ai compris que vous le remerciez du fond du cœur parce qu'il a développé et il développe votre département, votre arrondissement. Il a promu de nombreuses élites de ce département. J'ai compris qu'il y a le problème de la route. Bien sûr, il y a déjà la route Yaoundé, Okola, Ogodola, Mbebe, Kikot, Nyanon, Nyaro, Nyanon et Lome. C'est déjà bitumé, c'est bien, et vous le remerciez, merci. Mais je sais également, et M. Luc Bati l'a dit, je sais votre route. J'ai pris le dossier, c'est pas moi qui décide, je ne suis qu'un émissaire. Et je le remettrai à ceux qui sont en charge de la résolution de ces problèmes. Avant que je ne lise mon discours convenu, je voudrais vous dire que je connais la signification du mot Ndom ambassade. Alors, vous me direz comment? Tout simplement parce que j'ai étudié non loin d'ici, à Yindi, où l'on parle Banen, on parle Douala, on parle également. J'ai également une école primaire à Bipindi, qui est une ville, comme vous le savez, Bassa. J'ai eu des amis, des patrons, comme le ministre Philippe Mataga, originaire d'Endom, et dont le vaillant fils, le digne fils Christian Mataga, est là. Je le salue. Donc je sais ce que signifie Ndom. Ndom signifie la bastonnade. Ndom signifie le fouet. Alors je vous demande,
Je ne vous dis pas de battre les opposants physiquement. Non, nous ne sommes pas dans la sauvagerie avec des services corporels. On bastonne dans les urnes. Vous vous rendez vous avez vos cartes d'électeurs. Voilà, c'était donc le ministre d'État, le ministre des Enseignements, le professeur Jacques Famé Ndongo, dans une allocution circonstancielle dans le cadre justement d'une visite dans la Sanaga maritime, en Ndom précisément. C'est chez vous, Julio Arcel Diop. Vous avez écouté les propos du ministre d'État. Quelle est, vous, l'analyse, le décryptage que vous faites justement de cette actualité? Un véritable supplice. Écoutez, femme Ndongo, c'est toujours une véritable torture pour quelqu'un comme moi. Donc, il fait du fameux Ndongo, c'est lui, ça. Je sais pas, il perçoit la fonction ministérielle comme un théâtre. Je me souviens encore de femmes Ndongo qui réunit les Sud, leur promettant une bonne nouvelle, une très grande nouvelle. Et la nouvelle, c'était que Paul Biya et sa femme sont dans l'avion. Là, il était encore chargé une fois de plus de dire aux populations de Ndom, dont les miennes, que Paul Biya les aime. Donc, pour le savoir, pour que vous ayez une petite idée, depuis l'avènement de Paul Biya au pouvoir, là toujours, Ndom est un bastion, un fief du RDPC. Mais Ndom est également l'un des arrondissements les plus enclavés du Cameroun. La route qu'il vante là, la route qui passe qui commence à Evodoula, qui va jusqu'à Ndom, est une route financée par la Banque mondiale, dans le cadre des projets PITMA. Une route qui a été négociée par l'ancien coordinateur de ces projets-là, Nguebissa, qui est un cadre, ou qui fut un cadre de l'UPC, mais que malheureusement ils ont fini par enrôler dans le RDPC pour des questions de positionnement. Rien à voir avec le gouvernement, cette route qu'il vante là, et puis il peut se permettre de parler et dire n'importe quoi. Je ne suis pas choqué, je dis que c'est une torture pour moi, parce que écouter Femme de Gaulle, c'est toujours une torture, de toutes les façons. Voilà là des personnes qui pensent que on peut se permettre de narguer tout un peuple, éternellement, sans aucune conséquence, sans aucun problème, et il est toujours dans ce registre. La cérémonie, la parole qu'il prend est à l'occasion de ce que les gens de Ndom, du RDPC, ont appelé cérémonie de remerciement au chef de l'État pour avoir nommé le professeur Perniem, recteur de l'université de Bétois. Si je m'abuse. Tout à fait, c'est ça. Voilà, je pense que c'est à l'occasion de cette cérémonie-là, d'ailleurs, où l'élite de Ndom a cotisé de l'argent. Laissez-moi vous faire rigoler, ils ont cotisé un peu plus de 17 millions de francs CFA. 17 millions 17 millions de francs. C'est-à-dire, 17 millions, c'est-à-dire, voilà 17 entreprises au minimum. Ou même peut-être 34. Tout à fait. Qu'on a aux femmes de venir narguer les pire des milliers. Alors qu'il y a des jeunes en Ndom auxquels il suffit de donner 500 000 francs CFA. Et vous êtes presque sûr que ce jeune-là est indépendant à vie. L'élite de Ndom s'est mobilisée, a collecté plus de 17 millions de francs CFA pour organiser une cérémonie de remerciement. Pour les mettre dans la cérémonie que vous voyez. Et voilà à quoi ressemble le Cameroun aujourd'hui. 17 millions de francs CFA. Dans un arrondissement, l'élite n'a pas su fabriquer une génération intermédiaire. Ça veut dire quoi? Une fois qu'ils sont partis, les Batiluc qu'on cite là-dedans, les Christian Matara et autres, une fois qu'ils ne sont plus aux affaires, Ndom n'a pas une génération intermédiaire d'élite. Ndom n'a pas, dans la fonction publique ou au rang des administrations, une génération intermédiaire. Si on suit la logique de la gouvernance de Paul Biya, où à chaque élite, on associe un potentiel remplaçant pour que l'arrondissement reste en vie même après le départ de cette. Une fois que ces gens seront partis à la retraite, Batiluc d'ailleurs, il me souvient, était parti à la retraite, ensuite il a pris la mairie de Ndom. Tout à fait. Il a été dégagé de la mairie. Après, on a été obligé de le rappeler aux fonctions, un retraité comme président de la commission supplémentaire pour la passation des marchés, dont les gérants et les gestionnaires de la ligne 94, Batiluc dont on parle dans cette vidéo. Donc pour vous dire que, à la vérité, il s'agit là d'une cérémonie des personnes qui vont vivre éternellement. Je vous dis, prenez-le au sérieux. En Ndom, il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de relève. Une génération est en train de partir avec son pouvoir, son argent et tout le reste. La relève en Ndom, c'est des personnes qui passent le temps à bavaler sur les plateaux de télé, comme nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleure option.
que vous compreniez la gravité de la situation. Alors, si l'option d'un arrondissement, c'est quelqu'un comme moi qui bavarde à la télé, 105 francs, je vais vous laisser imaginer la situation de l'homme dans 10, 15, 20 ans. Voilà un arrondissement qui a toujours été fidèle à Paul Biya, mais qui n'a rien reçu de cet homme en retour. Mais peut-être, je crois que je serai dans mon village à partir du 27. J'irai peut-être en voiture. Je vais vous amener faire même 2 jours en Dôme. Vous compreniez la réalité de cet arrondissement. Nous attendons justement l'implémentation de cette promesse parce que c'est quand même un peu... C'est un gros n'importe quoi. Voilà, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Pas de développement, rien. Si on vous montre le centre de Dôme, là, vous voyez juste une partie où on a mis les tentes. Si on vous montre l'hôpital même de Dôme, vous aurez des vertiges. Yvan Ameni, Julio Arcel parle avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup justement de sincérité ce matin. Il maîtrise justement ce sujet. On parle d'une mobilisation de plus de 17 millions de francs CFA, simplement parce qu'il faut dire merci à un homme qui semble n'avoir rien apporté au sein du département, au sein de l'arrondissement, mais on débloque quand même des sommes aussi importantes pour des cérémonies comme celle-là. Finalement, on se pose la question, est-ce qu'après cette cérémonie, le prix sera à la baisse? Est-ce que finalement le panier de la ménagère d'un Dôme sera justement à la baisse? Est-ce que finalement les populations d'un Dôme, après cette cérémonie, auront une route de qualité, n'auront plus affaire à des coupures intempestives d'électricité? Finalement, comment comprendre une telle situation? Des jeunes qui applaudissent, pourtant vivent dans la misère, une misère qui a été déposée sous leurs pieds depuis plus de 42 ans. Comment expliquer ce paradoxe? Il faut savoir que la sortie du ministre ne respecte pas les principes en politique. Dites-nous. C'est une cérémonie de remerciement, ce n'est pas un meeting politique. Ce que le ministre est en train de faire, c'est un meeting politique. Comment, à une cérémonie de remerciement, le ministre vient pour dire aux populations que le chef de l'État sera candidat et autres? Il remerciement de quoi même? On organise justement pour remercier le chef de l'État, d'avoir nommé un professeur recteur. Qu'est-ce qu'il y a à remercier là-dessus? Ce n'est pas une suite logique d'une carrière. Ce n'est que normal. Mais il profite donc maintenant de cet événement-là pour davantage parler de l'élection présidentielle qui arrive en 2025. L'élection présidentielle de 2025 est connue au Cameroun, mais sauf qu'on n'a pas encore ouvert les candidatures. Donc pour le moment, le plus important, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations camerounaises. Pour le moment, les Camerounais ne veulent pas savoir qui sera candidat et qui ne le sera pas. Il laisse là, justement, sous-entendre que le finalement, lorsqu'on écoute ses propos, c'est un fait. Justement, lorsqu'on écoute ses propos, c'est un fait. Mais sauf qu'actuellement, on n'a pas encore ouvert les différentes candidatures aux élections. Donc actuellement, de manière officielle, il n'y a pas encore de candidat aux élections présidentielles en fait. Donc c'est une mascarade qui malheureusement n'a pas sa place parce que le contexte également dans lequel il le fait. Vous regardez le paysage, vous avez vu le paysage dans lequel il le fait. Tout à fait. Vous-même, quand vous voyez seulement le paysage d'un Dôme là, même sans y être, est-ce que ça ressemble à un endroit qui est développé au Cameroun? C'est ça la question en fait. Donc comment vous venez dans un endroit qui est sous-développé, au lieu d'être conscient et se dire qu'en fait, à tel niveau, on va essayer d'améliorer les conditions de vie et autres. En fait, voici ce qu'on doit faire à partir de lundi, à partir de telle date. Moi, je viens plutôt dire aux populations que Paul Biya sera candidat encore en 2025. Bon, le fait de dire aux populations d'un homme que le président Paul Biya sera candidat en 2025, à cet instant, en 2024, où nous sommes, où on vient de nous annoncer qu'il y a la taxe sur le développement local qui arrive, où il y a l'impôt sur le revenu et autres. Qu'est-ce que ça change sur le quotidien de ces habitants-là? Vous appelez donc cette sortie quoi? Quel est le qualificatif à elle attribuer? C'est de la comédie politique, ce n'est même plus de la gesticulation politique, la masturbation politique. C'est de la comédie tout simplement. Parce que les mots qui sont véhiculés par le ministre d'État ne sont pas en conformité avec le vécu de ces populations-là. Puisque ces populations-là qui sont en train de s'exprimer, eux ne représentent pas tout le peuple du village d'Homme en fait. Et vous savez que pour organiser parfois ces événements, on fait du porte-à-porte, non? Parce que si on vient de manière lucide et qu'on vous dit qu'il y a des Camerounais qui ne vont pas s'y rendre parce qu'ils vont vous dire qu'on vient encore nous larguer et autres. Ce qu'on fait, c'est qu'on paye même les Camerounais pour qu'ils partent dans ces événements-là. Maintenant, on joue donc sur la naïveté de certains Camerounais. On va vous dire que regardez comment le RDPC mobilise. Le RDPC mobilise toujours et autres en fait. Et encore que nous ne sommes pas là dans un meeting politique.
Donc vraiment, c'est un grand désordre malheureusement qui n'apporte pas aux populations camerounaises. Merci pour votre analyse dans le cadre de cette mise en bouche. Julio Axel Diop, on vous repasse la parole pour avec nous partager votre fait d'actualité. Mais c'est toujours une dénonciation, hein, c'est une dénonciation. Ça, c'est même à l'international. Toujours dans l'inscription de l'imposture ou de la forfaiture. Hier, on a vu les cérémonies de récompense FIFA où on a quand même un Vinicius Junior qui est récompensé joueur FIFA de l'année, mais qui n'est pas ballon d'or. Devant mon écran, je me suis posé mille et une questions. Comment on peut être meilleur joueur FIFA de l'année et ne pas être le ballon d'or de la même année? Je me suis dit que peut-être le lendemain, je vous poserai des questions à vous qui savent être proches des questions de sport. Comment c'est possible que le ballon d'or, qui est une récompense FIFA, qui consacre le footballeur de l'année, soit donné à Rodri, et que la même année, on nous dise que le meilleur joueur FIFA, c'est Vinicius Junior? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Yvan Beni, qu'est-ce qui peut expliquer C'est cette cérémonie, justement, FIFA vise à récompenser le meilleur joueur de l'année, mais Julio, lui, il est un peu inquiet. Vinicius qui n'a pas bénéficié du ballon d'or, mais hier a bénéficié du titre meilleur joueur FIFA. Pour lui, ça cause un véritable problème. C'est vrai que ça pose un véritable problème, mais il faut également savoir que les critères du ballon d'or ont changé depuis l'ère de Benzema. Les critères du ballon d'or ont changé. Désormais, le ballon d'or, c'est plutôt sur une année civile. Pourtant, le meilleur joueur FIFA, c'est sur une année sportive. Dans l'année civile, c'est pourquoi vous voyez, à l'époque, on donnait le ballon d'or un peu plus, je ne sais pas, enfin, le ballon d'or en fin d'année. En fin d'année, autre en fait. Mais c'est vrai quand même que le ballon d'or donné à Rodri de Manchester City a soulevé beaucoup d'encre de salive, puisque Rodri n'était même pas le meilleur joueur de la Champions League, il n'était même pas le meilleur passeur. On s'est quand même posé la question, quels sont les critères objectifs? Il n'était même pas également le meilleur. Les critères objectifs, oui. Il n'était pas également le meilleur de l'Euro. Il n'a pas remporté la Champions League. Qui, sur le plan individuel, il avait beaucoup plus de critères comparé à Rodri. Donc on va nous dire qu'ils se sont focalisés uniquement sur l'Euro qui a été remporté par l'Espagne pour donner le ballon d'or à Rodri. Pourtant, Vinicius, c'est vrai, il n'est pas allé loin à la Copa América avec le Brésil et autres en fait. Mais sauf qu'au niveau européen ou encore au niveau de la Champions League et même au niveau de l'Espagne également dans le championnat espagnol, il était largement au-dessus de Rodri. Rodri n'est même pas le meilleur joueur du championnat anglais. Ça, à ce niveau-là, on rejoint Julio Axel Diop, ça c'est clair. Mais sauf qu'on se dit qu'en fait, c'est la résultante tout simplement de la modification des critères et la période sur laquelle on analyse pour donner le ballon d'or. Julio Axel, vous êtes satisfait de ces arguments donnés par Yvan Beni? Il estime que la modification ou encore le changement de cote a certainement induit à la désignation de Vinicius comme meilleur joueur FIFA. Est-ce que cette réponse jusqu'ici semble vous satisfaire quand on reconnaît quand même que les questions ou alors les pour la désignation étant aujourd'hui posait beaucoup de problèmes? On a épilogué sur cette actualité-là. Aujourd'hui, est-ce que l'argument que donne Yvan Beni semble justement vous conforter? Le seul argument qui pourrait me convaincre serait qu'on dise clairement qu'il s'agit de la mafia. Qu'il s'agit de la mafia. Tout autre argument est nul. Et sans effet. Et sans effet. Je dis pour moi, je ne dis pas que les arguments d'Yvan ne tiennent pas. Tout à fait. Yvan rapporte là la pratique et les justifications des comités ou bien du comité d'organisation de cette histoire de ballon d'or. Mais moi, je dis que tout argument de nature à vouloir me convaincre commencerait par mafia. Le cas contraire. Expliquez-nous. Pourquoi est-ce que vous vous estimez justement qu'il y a mafia? Que ce soit une année sportive. Ou alors une année civile. Oui. Lorsqu'on est bon, on est bon. On ne peut pas être bon. Vous pouvez être bon et ne pas respecter peut-être les critères mis sur pied justement par le comité technique d'organisation. Sans que sur le plan des critères, on revient Julio, parce que sur le plan des critères, Vinicius a été de Rodri, c'est clair, c'est un fait. Les statistiques sont disponibles. C'est clair. Sur le plan individuel, on ne peut pas être bon. C'était largement au-dessus. On ne peut pas être bon sur l'année civile et ne pas être bon sur l'année sportive. Ce n'est pas possible. À moins qu'on ait ou qu'on soit blessé. Il ne me souvient pas que Vinicius a été blessé, l'éloignant des stades pendant un moment. Il a été actif pendant toute l'année civile, il a été actif pendant toute l'année sportive. Rien n'explique, aucun critère possible n'explique qu'il soit meilleur joueur FIFA et qu'il n'ait pas eu le ballon d'or. Oui, absolument. C'est vrai que ce n'est pas un cas isolé, il y a des précédents, ça c'est vrai. Mais je dis pour le cas Vinicius en particulier,
il s'agit purement et simplement de la mafia. La cérémonie de Ballon d'Or n'a pas... comment je vais le dire? À un moment donné, ils ont dû se dire que Vinicius, Ballon d'Or, ça ne vend pas assez. Du coup, la mafia s'est activée. Et on a vu ce que ça a donné. Donc c'est purement et simplement de la manipulation de la mafia et tout ce qui va dans ce sens-là. Aucun critère possible, scientifique, ne peut expliquer cette Est-ce que finalement Julio ne confirme pas son appartenance ou alors ne confirme pas son attachement pour Vinicius, surtout qu'on nous a révélé il y a quelques temps qu'il serait un ticard, justement, c'est-à-dire... Il est un ticard, voilà. C'est un Camerounais. Non, d'accord, qu'il est... le mot à sa place. Bon, vraiment, Yvan Ameni, pour l'heure, on n'a pas encore effectué les descentes pour se rassurer justement de cette information, mais c'est pourquoi je préfère parler à corps conditionnel. Il serait Camerounais. Yvan Ameni, est-ce que les arguments de Julio, lui, trouvent qu'il s'agit d'une mafia organisée justement au sein de la FIFA? Justement, au niveau des critères, on revient parfaitement. Julio Axel Diop, on revient au niveau des performances individuelles, même les records collectifs. Vinicius est largement au-dessus, ça c'est clair. Mais sauf qu'ils vont vous dire, avec la Copa América, il n'a pas brillé. Sauf que, même au niveau de la Copa América, il n'est pas arrivé en finale, c'est clair. Mais le Brésil, au moins, ça arrivé en quart de finale. Tout à fait. C'est pas rien. Mais lorsqu'on revient maintenant au cadre Champions League, qui est l'une des compétitions les plus difficiles, les plus répandues dans la scène footballistique, on peut se dire qu'en fait, Vinicius méritait le Ballon d'Or, puisque Vinicius a été largement au-dessus de Rodri au niveau de la Champions League. Même au niveau du championnat espagnol, Vinicius a été largement au-dessus de Rodri. Je le reprécise encore, Rodri n'est pas le meilleur joueur du championnat anglais de la saison dernière. Mais vous voyez qu'il a quand même eu à remporter le Ballon d'Or. Moi, je pense que c'est la modification de ces statistiques-là qui de plus en plus dénature le Ballon d'Or. J'aurais aimé qu'on reste aux anciennes statistiques de l'époque. C'est vrai que même à l'époque aussi, pour chuter, c'est vrai que même à l'époque, la critique est haute jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas toujours comment Cannavaro a pu faire pour avoir le Ballon d'Or. Oui, ça c'est clair. Peut-être c'est un autre détail. Non, là. Non, pour dire que la modification des critères justement de sélection le Ballon d'Or a perdu sa valeur en fait. Julio Axel Diop, vous êtes toujours constant dans le cadre de votre de l'amour. Est-ce que vous voulez un jour le voir aussi à l'équipe nationale du Cameroun? Moi, j'ai l'impression que vous manquez de questions. Je ne manque pas de questions. Je vous pose une question objective. Comment il est possible de voir Vinicius à l'équipe nationale alors qu'il est brésilien? Je vous dis, je maintiens que vous manquez de questions. Julio Axel Diop, vous avez écouté, Yvan Ameni nous a dit c'est un Camerounais. Et on reconnaît justement comment évoluent les gloires camerounaises en matière de football. Est-ce que jamais, si jamais Vinicius se prononce pour l'équipe nationale, est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Vinicius est déjà brésilien pour commencer. D'accord. Il est brésilien d'origine tica. D'accord. Notons également que les ticas ne sont pas au Cameroun. Tout à fait. Telle que c'est une petite précision qu'il faut apporter. Oui. Maintenant, si on l'associe au Cameroun, quand on parle d'origine, ça veut dire que c'est peut-être la mère de sa grand-mère, donc l'arrière-grand-mère. Ça ne fait en aucun cas de lui un Camerounais. Maintenant, à côté de ça, il y a que, ayant déjà été sélectionné à plusieurs reprises par le Brésil, il est impossible de le penser un jour sélectionné par le Cameroun. C'est la sélection A. Donc, Vinicius, brésilien, moi, Camerounais, je ne sens aucun attachement à lui. Je n'ai aucun attachement avec lui. Je ne vois pas pourquoi vous parlez de préférence ou d'attachement ou de quoi que ce soit. Je dis juste qu'on dénonce un cas d'imposture, un cas d'injustice. Et il est évident pour tout le monde que le Ballon d'Or, celui qui le méritait, c'est Vinicius. Ce n'est pas un secret. La télévision aussi a... À côté de ça, naturellement. Oui. Maintenant, là où la FIFA pense pouvoir rattraper ou corriger son erreur, c'est justement ce qui l'enfonce davantage et nous renseigne à suffire sur la mafia qui s'y pratique. Comment vous pensez ils auraient dû rester de Vinicius comme étant le meilleur joueur FIFA? Ils auraient dû rester logique. Est une manière pour la FIFA justement de se rattraper ou de se racheter? Ce que nous savons, à moins qu'on nous dise autre chose, c'est que le Ballon d'Or jusque-là a été réservé aux meilleurs joueurs sur la saison sportive, comme Yvan l'a dit. Il a toujours été comme ça. Messi a mérité au moins 6 de ses ballons d'or. C'est un fait. Ronaldo a mérité au moins 4 de ses ballons d'or. Ça aussi, c'est un fait. Parce qu'ils étaient meilleurs. Il était impensable de voir un Messi ballon d'or
et que la FIFA ne reconnaisse pas qu'il a été meilleur joueur de l'année, c'est impossible. Alors, la tournure que prend le ballon d'or m'inquiète. Rien à voir avec les origines de Vinicius. Non, absolument pas. C'est que voilà une cérémonie prestigieuse qui est en train de se dégrader avec le temps. Et ça de perdre de sa valeur. Oui, ça perd sa valeur. Et on peut à un moment donné aussi ne pas être surpris, même si ça peut nous rattraper à un moment de nos déclarations, parce que je demande le visa ces jours-ci pour la France, mais c'est à l'image de la France. La France, c'est essentiellement le faux. Comment France Football peut devenir le ballon d'or une cérémonie mondiale, alors qu'à la vérité, à l'origine, c'est une petite cérémonie de journalistes français. Donc pour moi, cette dégradation est entièrement cohérente avec ce qu'est son organisation, c'est-à-dire France Football. La France, c'est le pays du faux. Je sais que je mets un peu en péril mon visa, mais il faut le dire. Julio Axel-Job, je pense que nous allons avoir le temps d'épiloguer justement sur ces questions de faux et même usage de faux. Vous mettez sur la table ici un sujet peut-être connu par la minorité, même si c'est un fait en tant que journaliste, c'est aussi notre devoir d'en parler. Yvan Ménich, nous allons quitter cette actualité pour vous rejoindre et partager avec vous votre fait d'actualité de ce matin. Voilà une actualité plutôt tragique. Ce matin, on va aller du côté de la région de l'Ouest Cameroun, précisément dans la localité de Bamendi, où un couple a été arraché à la vie. Il faut le préciser, le week-end dernier, ils étaient dans un restaurant dont ils ont l'habitude de fréquenter. Maintenant, à leur retour, ils sont arrivés à la maison, ils ont consommé du ndolé au plantain nu. Mais sauf qu'après, la femme a commencé à avoir une intoxication alimentaire. Elle a été transférée du côté de l'hôpital où malheureusement, quelques minutes après, elle va rendre l'âme. Le monsieur aussi, quelques minutes après, il va rendre l'âme. D'après les témoignages de quelques habitants dans cette partie-là, on présume qu'il s'agirait d'un cas d'empoisonnement. La nourriture était préparée par le couple? Oui, la nourriture préparée par le couple. Un peu comme on a l'habitude de préparer, on rentre le soir, on mange. Après intoxication alimentaire, vous êtes transféré à l'hôpital, vous décédez quelques minutes après. Votre conjoint également aussi. Ils avaient des enfants déjà? Ils avaient 3 enfants. Ils décédaient comme ça en laissant 3 enfants. Les trois enfants n'ont pas consommé le repas en question. Julio Axel-Job, c'est un cas un peu particulier, même si on a coutume d'y assister depuis quelques temps aujourd'hui. C'est également un cas qui s'est produit, je crois, du côté de Bala. Des familles qui font des repas et puis vont au travail. Au rentrer justement à la maison, après avoir consommé de ce même repas, tous décèdent. Finalement, c'est une situation, dit à Yvan Ménich, d'empoisonnement. Mais est-ce que quelque part, on peut convoquer également un regard métaphysique dans le cas de cette affaire? Bon, moi je vais avoir une approche purement scientifique. D'accord, allez-y. Purement scientifique, parce que ça s'appelle l'intoxication. Elle peut être causée par plusieurs paramètres. En Afrique, on est tenté de voir uniquement l'aspect empoisonnement partout. Ou alors, comme vous l'avez dit, convoquer une dimension métaphysique. Que non. Il se trouve que nous vivons avec des éléments au quotidien qui sont de potentiels poisons. Il n'est donc pas exclu qu'une réaction chimique. Vous avez fait un dolé. Maintenant, il est possible qu'un autre élément imprévu se soit infiltré dans ce ndolé-là et que l'association des deux soit simplement un poison. Dans ce cas, vous êtes empoisonné, certes, mais pas intentionnellement, pas du fait de quelqu'un, mais du fait de l'association de deux éléments incohérents, deux éléments qui ne vont pas ensemble. En Afrique, on vous dira facilement, pour ceux qui connaissent un petit peu nos traditions, en pays Bassa, que lorsque vous associez la cola au citron, il est possible que vous mourrez. C'est que vous ne le savez pas. L'association. On a toujours mis ça sur le coup des superstitions. Non, l'association au même moment de la cola et du citron est interdite en pays Bassa. Parce qu'on vous dit que c'est un poison, vous pouvez mourir si vous consommez les deux au même moment. Ce qui est interdit en pays Bassa peut être possible ailleurs. C'est ce que je dis. Je veux vous dire que les Bassa l'ont identifié à un moment donné comme un poison, du fait d'une certaine répétition. Tout comme on nous dit que nous partageons nos quotidiens ou notre quotidien
avec cette espèce de lézard qui sont accrochés au mur là. Oui, le multicolore là. Les petits lézards là. Et on dit clairement que c'est des petits lézards qui transportent le poison au quotidien. Qui suffirait d'une petite salive de ce lézard là et vous êtes en difficulté. Maintenant, imaginez donc un petit lézard comme ça tombe entièrement dans une marmite de Ndolé. Et s'il est prouvé qu'il est effectivement mortifère, alors vous êtes désormais empoisonné. Pas du fait de quelqu'un, d'un simple lézard qui a attiré dans votre marmite de Ndolé. Donc je refuse d'y voir une volonté manifeste d'empoisonnement de toute une famille, même si ça pourrait être le cas. Yvan Méni, Julio Arcel estime que le lézard Je n'ai pas dit ça. serait entré. Je prends Permettez-moi de relancer non, Yvan Méni. non, Non, je mets au conditionnel. Il n'a pas affirmé. Je ne dis même pas que c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas Je vous dis affirmé. juste qu'il y a des poisons naturels Voilà, sur lesquels il on essaie vit au juste de quotidien. convoquer une analyse scientifique. Et moi, je vous relance justement sur la base de ces analyses, tout en mettant au conditionnel ce qu'il a dit, Yvan Méni. Soyez tranquille, je suis le modérateur de ce plateau et je sais où est-ce que nous sommes en train d'aller. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez écouté, hein, il a pris l'exemple de ce lézard, il a pris l'exemple de la cola citron pour dire que voilà, nous également, nous pouvons être auteurs de notre propre poison. Est-ce que finalement, vous y croyez véritablement? On pense quand même que si c'était un lézard dans la mamite, on l'aurait quand même vu, mon cher Yvan Méni. Ndolé qui brûle, inadmissible pour un lézard d'y entrer et de s'en sortir aussi vivant. Alors finalement, est-ce qu'on peut rester tout simplement face à cette hypothèse-là? Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu la volonté humaine manifeste justement de nuire à cette famille-là? Il faut d'abord dire que moi, je suis parfaitement d'accord avec l'analyse de... Je suis parfaitement d'accord avec ce que Julio Arcel vient d'expliquer. Et moi, j'allais même plus loin. Allez-y. Pour préciser qu'en fait, il y a le formol aussi. Le formol. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où vous achetez la banane plantain mûre. Vous voyez comment c'est chaud. Mais vous mangez, c'est amer. Je ne sais pas si vous avez à constater ça. Bien sûr, c'est un danger toxique aujourd'hui dans la société camerounaise. Vous allez au marché, je veux la banane plantain mûre. Même à vue d'œil, vous voyez comment la banane plantain mûre est suffisamment jaune. Mais lorsque vous mangez, c'est comme s'il y a le caillou à l'intérieur, c'est dur, c'est amer. Oui, c'était l'exemple que j'ai vécu il y a quelques temps, mais ce n'était pas avec la banane, mais la papaye. Le formol tue, c'est assez toxique. Est-ce qu'on doit consommer le formol en fait? Il y a que beaucoup d'aliments que nous consommons aujourd'hui dans les marchés, ce sont des aliments sur les déjà formolisés. Formolisés, des aliments où on a utilisé des produits malpropres à la consommation humaine. Et sauf que lorsque vous partez donc préparer maintenant ces produits convergent en train de cuisiner, et vous les consommez, vous les avalez et automatiquement ça aurait un impact aussi sur votre état de santé. L'idée de la superstition sur les cas d'empoisonnement, on ne saurait faire fausse route, on ne saurait l'oublier. Il y a effectivement des cas où c'est de l'empoisonnement, mais on doit également savoir que les aliments que nous consommons aujourd'hui dans les marchés, moi j'ai souvent tendance à dire, si vous voulez consommer la banane plantain mûre, allez acheter la banane plantain mûre, allez acheter votre plantain au marché et laissez à la maison pour que ce plantain également essaye de mûrir seul. Aujourd'hui, il y a des stratégies, même des astuces grammaires pour connaître si un plantain a été formolisé ou pas. Quand vous allez un régime de plantain mûr devant vous, lorsque les différents doigts qui sont sur le régime de plantain mûrissent de manière identique, automatiquement c'est un plantain, c'est une banane plantain mûr qui a été formolisée. Vous ne réfléchissez même plus. Or, le plantain lorsqu'il mûrit seul, ça ne peut pas mûrir tout de manière. Même des doigts qui vont encore rester, qui seront encore verts. Il y a des doigts qui vont mûrir de manière progressive. Oui. Mais lorsque vous allez au marché aujourd'hui, vous demandez la banane plantain mûr, on vous sort un régime de plantain qui est mûr identiquement. Automatiquement, c'est une banane plantain mûr qui est formolisée. Et c'est un danger toxique pour la santé humaine de ces populations camerounaises. Julio Arcel, maintenant face à cette situation, est-ce que finalement on va réussir par mettre la main, si jamais c'est une ressource humaine qui a eu à poser cet acte, est-ce que c'est possible au Cameroun justement de faire parfois des prélèvements, de constater que voilà au sein du sang il y a du poison et puis qu'on mène des enquêtes pour finalement mettre main sur les présumés assassins? C'est quand même vrai qu'au Cameroun, on a tendance à négliger
cet aspect-là. Ce pan-là qui est important, il faut toujours savoir de quoi quelqu'un est mort. Tout à fait. Pour moi, c'est hyper important. Ça fait que ça soulage ceux qui restent en vie, ceux qui sont restés derrière. Parce que lorsqu'on fait des autopsies, il n'y a pas de résultats. Voilà. Il n'y a pas d'autopsie. Les gens ne demandent même pas d'autopsie. J'ai vu un oncle à moi et on l'a retrouvé le matin décédé dans sa chambre. Et on n'a même pas eu le réflexe de demander l'autopsie pour savoir comment il était mort. On se pose juste des questions. Chacun se fait son idée et puis ça vous suit des années après. Vous n'avez toujours pas une idée de ce qui s'est passé. Donc, pour des cas comme cela, l'autopsie doit être naturelle. Tout à fait. Peut-être même prise en charge par l'État. C'est un cas prise en charge par l'État, c'est possible? Peut-être c'est un cas de santé publique, c'est un cas social. Une famille, père et mère qui décèdent, il faut bien qu'on puisse expliquer à leurs enfants comment ils sont morts. Ils ont mangé le lait, oui, mais empoisonné, comment? À partir de là, je pense qu'on peut effectivement savoir si l'empoisonnement a été volontaire, donc manifeste, ou alors un simple accident. C'est ça qui fait que moi, je pense que la société camerounaise est encore trop en arrière. Pourquoi on n'y arrive finalement pas? Est-ce que c'est un problème de communication, de sensibilisation, d'ignorance, de manque de connaissances? Peut-être, bon, disons d'abord le manque de capacité technique, parce que l'autopsie qui un niveau avancé de la médecine légale. Ça, il faut pouvoir le dire. Mais est-ce qu'on a cette médecine légale au Cameroun? J'en doute. On nous a dit que les plateaux respectaient les normes internationales. Oui, ça c'est le ministre qui l'a dit, Manaouna Malachi, un autre amuseur public. On passe. Donc, moi je pense que si on enrichit notre médecine légale et que l'État prend sur lui de subventionner certains cas d'autopsie, les familles se porteraient mieux. Quand on sait de quoi est mort un membre de notre famille, ça nous permet de rapidement faire le deuil. Mais quand on doit traîner ça sur les années, on a toute tendance à se poser la tuer, comment il est mort. En Afrique, quand quelqu'un décède, c'est trop facile. C'est d'abord le peuple, la famille même qui établit son autopsie. On vous choisit, vous qui n'avez pas une tête qui plaît aux gens, on dit que c'est vous qui l'avez tué. Et puis c'est plus facile comme ça, quoi. Au lieu d'affronter la vérité, on s'accroche aux conneries. Moi, j'ai souvent vu des programmes de deuil, d'ailleurs, ça, c'est que on dit que tel est mort tué par vendu au Fabla. Des conneries incroyables. Vous sentez là un peuple qui a encore besoin d'au moins 100 ans pour amorcer son développement. Je vous assure. Merci Arcel, merci Arcel Job. Nous allons justement vous permettre, Yvan Amélie, à 10h45 sur ce plateau de prendre la toute première halte de cette émission. On en parle, on revient justement pour parler de ces whisky qui sont pour la plupart consommés par les jeunes Camerounais. Qu'est-ce qui peut justifier cette situation? On prend la légère transition, on se retrouve juste derrière. Sur le plateau, on le disait justement à l'entame de cette émission, finalement le constat sur le terrain est que les sachets de whisky sont de plus en plus consommés par les jeunes Camerounais. Ceux-ci qui, en longueur de journée, par absence justement de travail ou par manque de travail, se retrouvent dans les petits coins pour consommer l'ensemble de ces sachets, pour la plupart vendus à la modeste somme de 100 francs CFA seulement. Finalement, comment comprendre la gravité de cette situation qui finit en tout cas par interroger la quiétude de plusieurs responsables, de plusieurs autres jeunes conscients? Yvan Amélie, vous avez choisi d'en parler ce matin dans le cadre de ce programme. Justement, vous parlez de 100 francs CFA, il y a des sachets qui sont commercialisés à 50 francs CFA au Cameroun. Il faut dire que c'est la sortie du président de la commission des droits de l'homme au Cameroun, le professeur James Mwangé Kobila, qui interpelle les différents ministères en charge de l'amélioration de la santé humaine des populations camerounaises, notamment le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le ministère de la Santé publique également. Mais sauf que ce qui nous inquiète, c'est que l'interdiction de la commercialisation du whisky en sachet date depuis 2014 au Cameroun. Mais sauf que dans cette sortie, le gouvernement ne s'y penche pas sur les raisons fondamentales pourquoi les Camerounais s'exposent à la consommation du whisky en sachet. Il y a des Camerounais qui n'ont pas les moyens pour se procurer un bon vin ou encore un bon whisky. Encore que même à ce niveau, la qualité même parfois de ces whisky également est aussi à questionner, parce que le Cameroun est le seul pays dans le monde entier où on commercialise les whisky sur les comptoirs.
Vous allez dans les marchés, il y a les gens qui mettent les comptoirs, ils commercialisent les whisky comme si c'était de la tomate. Tendre qui permet à la jeunesse d'être davantage plus dynamique. Aujourd'hui, même si les conséquences sont diverses, on parle quand même des conséquences autour de notre santé. Selon vous, quels peuvent être les facteurs qui justifient cette consommation excessive, j'ai failli dire tropiste, des sachets en whisky? Ils sont très nombreux, on peut les citer, les King Arthur, les Tombeau, les Lions d'Or, tout ce qu'on sait là. J'ai encore failli vous dire que vous manquiez de questions, mais ça va, on va évoluer comme ça. Quand vous dites qu'il y a des jeunes qui trouvent du réconfort, qui c'est pas moi qui dis, se c'est ce qu'ils consolent disent. avec... C'est ce qu'ils disent. Ils disent que lorsqu'ils Et ont vous trop n'avez de même pas problèmes, tort. ils disent que lorsqu'ils ont trop de problèmes, prendre 5 suffit justement pour que leur problème trouve solution. Et demain, ils reviennent au galop. Maintenant, la question est celle de savoir finalement, selon vous, quels sont les facteurs qui peuvent justement justifier. Voilà la question finalement. Je vous ai posé cette question, vous Ah n'êtes non, pas attentif. pas du tout. Vous étiez dans votre téléphone. Pas du tout, vous ne l'avez pas posé. Si. Vous êtes parti de la situation de confort, de Je vous ai réconfort. posé justement le contexte et en chutant, en vous posant la question, selon vous, quels peuvent être les facteurs qui justifient cette consommation excessive? Marie, pourquoi vous chauffez? Du whisky en sachet. Pourquoi vous chauffez? Je ne chauffe pas, Julio, je vous relance simplement. Soyons tous concentrés. Pourquoi vous chauffez? Fermez votre téléphone, Julio Ancel. Vous Pourquoi serez vous davantage, vous serez davantage concentré Pourquoi sur vous le chauffez? plateau. Alors, Nous ne sommes pas dans une bataille pour savoir qui va gagner. Je dis juste que quand vous me posez des questions ce matin, soyez prêts à les poser, c'est ce que j'essaie de vous dire. D'accord. Maintenant, vous avez parfaitement raison quand vous dites que ces jeunes se consolent, trouvent du réconfort dans ces sachets-là. Et ça témoigne à suffit de la situation du pays. On s'est rendu compte que pour gérer le peuple camerounais, mais bien le gérer, il faut l'enivrer, il faut le saouler. Et là encore, le gouvernement, dans son cynisme, nos dirigeants, dans leur cynisme habituel, se sont rendus compte que les couches de la société étant, ayant plusieurs couches de la société, chacun ne peut pas se permettre de noyer ses problèmes dans une bouteille de bière ou plusieurs bouteilles de bière. Il s'agit purement d'une question pécuniaire. Donc, si Romaric peut se permettre, lui, de boire 3 ou 4 bières, ces jeunes qu'on croise ici à la montée de notre chaîne de télévision, notre groupe média, Ils appellent ça la pharmacie. tout à fait, eux, ils n'ont pas cette possibilité. Donc, le gouvernement s'est donné pour, enfin, nos dirigeants sont donnés pour mission de ça. Les éléments qui peuvent vous saouler à 100 francs. À 50 francs, c'est pas À mal. 50 francs, c'est pas même. Alors, imaginez, on a d'ailleurs vu 2 ou 3 personnes hier qui allaient dans cette pharmacie. Imaginez et on quelqu'un- s'est posé la question finalement, c'est quoi la pharmacie? imaginez quelqu'un qui a 500 francs CFA et qui a ce problème. Il va s'acheter 10 sachets ou 5. Il va les boire. Sur le coup, il a l'impression que ses problèmes sont résolus. Sauf que ce n'est qu'une impression. Ce n'est qu'une impression. Je ne veux même pas vous parler de l'état désastreux de ces whisky, entre guillemets, conservés dans ces plastiques-là sur la santé. Ça, on n'en est même pas encore là. On en parlera tout à l'heure, les conséquences justement. Mais vous faites tellement bien de le dire. C'est dans quel pays qu'on trouve ça, Romaric? Toute une génération enivrée, toute une génération saoule. C'est-à-dire ceux qui peuvent se le permettre se saoulent dans les whisky de luxe. C'est essentiellement des jeunes. Allez dans des climatisés. C'est-à-dire nos salaires. Un mec claque ça en un tour. Les 12 ans. Là, c'est un tour. Hein. Il claque ça en un tour. Il va faire la 7, 8 tours. Nos salaires. Un mec lui claque ça en un tour. C'est-à-dire, voilà ce que j'ai. Le problème pour moi, j'avais les boîtes. Et on en a vu d'ailleurs à Douala, dans la capitale économique, des jeunes justement qui allaient dans et s'achetaient des bouteilles de whisky à 550 000, 450 000 Ceux francs. qui peuvent, ceux qui peuvent le faire. D'ailleurs, voilà c'est pas leur pour niveau. dire qu'on a un salaire de 500 000. Hein, En même temps, ceux qui peuvent se le permettre se saoulent dans les boîtes de nuit. Après, il y a la couche d'en bas. Eux, ils se saoulent dans les snacks. Et puis, celle d'après, qui se saoulent dans les bars. Mais nos dirigeants ont bien compris que pour saouler tout le monde, il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas se permettre d'aller se saouler dans les bars. Parce que 3-4 billets, ça fait quand même beaucoup. Je vous rappelle que la bière coûte 750 aujourd'hui. Tout à fait. Donc, il fallait justement trouver des mécanismes pour saouler du plus grand au plus petit. On a permis la prolifération de ces De sachets-là ces whisky en sachet. pour maintenir tout le monde sous. Il Quand va on a un venir- peuple sous, il- on a un peuple qui ne réfléchit pas
Et du coup, les dirigeants, eux, ils sont tranquilles. Et on a un peuple qui ne revendique pas. Yvan Meunier, on a quand même ce paradoxe justement sur la table, c'est que 7% d'alcool vendu à 750 francs CFA et 49% vendu à 50 francs CFA. Et les jeunes optent beaucoup plus sur 9% d'alcool. Finalement, on a vu le gouvernement dire qu'il luttait contre la prolifération justement de ces whisky en sachet ou contre même la vente de ces whisky en sachet. Comment comprendre encore leur disponibilité sur le marché aujourd'hui? Mais il faut d'abord savoir que si aujourd'hui, la prolifération de ces différents débits de boissons ou encore même de ces endroits où on commercialise les whisky en sachet, si aujourd'hui le phénomène perdure, c'est en grande partie de la responsabilité du gouvernement. Puisque ces produits transitent au Cameroun, comment? Tout à fait. Ça fait comment pour arriver au Cameroun? Si ça arrive au Cameroun, ça veut donc dire que c'est avec la complicité des membres du gouvernement. Et nous sommes dans un pays où, malheureusement, je ne sais pas si l'implémentation gouvernementale existe encore au Cameroun. Parce que c'est quand même depuis 2014 qu'on a interdit la commercialisation du whisky en sachet. Mais plus tard, ils sont venus dire que non, on va changer les emballages qui contiennent. Or, lorsque vous dialoguez avec les professionnels de santé, ce qu'ils vous disent sur la consommation des whisky en sachet, vous avez... Nous estimons en fait que c'est de la responsabilité gouvernementale de manière globale que de plus en plus on note encore la prolifération de la commercialisation de ces whisky en sachet dans la société camerounaise. Vous avez une société où les jeunes ne sont pas suffisamment occupés. Allez par exemple dans la ville de Douala, le matin, même ici à côté de nous, le matin à 6 h, parce que nous faisons quand même partie de ceux-là qui arrivent un peu plus tôt le matin. Vous arrivez à 6 h, il y a des Camerounais qui déjeunent avec, ils prennent d'abord 3 sachets le matin à 6 h. Vous pensez que lorsqu'un jeune qui consomme ce produit-là à 6 h, est-ce qu'il peut, même si vous venez là lui dire qu'on a augmenté le prix du carburant et autres, en fait, est-ce que ça l'émeut? Ça peut pas, il ne peut pas se sentir gêné, en fait, puisqu'il consomme un produit qui de plus en plus l'aide plutôt non seulement à noyer ses soucis, mais ça l'aide également aussi à fuir les réalités, en fait. Et même l'expression noyer même parfois les soucis là et autres, en fait, c'est une notion hasardeuse qui malheureusement trompe les Africains. On ne noie pas ses soucis en consommant de l'alcool. C'est une chose fausse. Pourquoi? Parce que comment vous pouvez consommer de la bière ou encore du whisky en sachet pour noyer vos soucis et quand vous rentrez à la maison, vous êtes le premier encore à regarder pour ne pas tomber dans un trou, ou encore vous partez, vous tombez dans le trou et autres, vous avez donc noyé quel souci? On ne noie pas ses soucis en consommant de l'alcool. C'est un mot qu'on a trompé les Africains avec. Si vous voulez noyer vos soucis, faites le sport, il faut visionner, il faut vous cultiver, il faut lire. Il faut être occupé, certainement aussi. Ça, c'est clair. La consommation excessive du whisky en sachet, ça va vous exposer à la vulnérabilité, à des conséquences graves. Ça va même faire que de plus en plus, vous serez coupé même de la réalité. Parce que lorsque vous dialoguez avec ces Camerounais-là et que vous les dites qu'en fait, voici par exemple une nouvelle taxe qui arrive en 2025, ils ne sont même pas conscients de tout ça. Ce qui les intéresse, c'est beaucoup plus le whisky en sachet avec la complicité du gouvernement camerounais. Julien Arcel, il faut dire que la consommation justement de cet élément induit pour la plupart à des problèmes sociaux. Lorsqu'on constate dans la plupart justement des ménages, les violences familiaux, les problèmes conjugaux sont pour la plupart dus au fait que, avant d'arriver à la maison, avant de confronter son altère, qu'on s'en est justement enivré, on a pris assez de sachets et donc on devient beaucoup plus agressif, beaucoup plus violent. Mais finalement, est-ce que les autorités ne peuvent pas trouver des stratégies pour réguler et encadrer les jeunes et séparer justement de ces gens-là? Vous avez parfaitement raison. Lorsqu'on a pris ces sachets-là, on est souvent dans un état second. Et naturellement, c'est la violence qui s'ensuit. Vous avez parfaitement raison. D'établir un lien direct entre la consommation de... Moi, je les appelle même les stupéfiants. Hein. Il y a lieu même de les appeler les stupéfiants parce que le pourcentage d'alcool est assez... Il y a un qu'on appelle en particulier tombeau là. C'est d'après ce que nous constatons un véritable stupéfiant. Et ces jeunes font parfois même de ces mélanges entre les whisky en sachet, les réacteurs et tout ce qui va avec. Tout à fait. Quand ils ont fini de prendre ça, c'est clair qu'ils sont drogués. Alors quand on est drogué, on est dans un autre état. Ce qu'on fait ne relève pas de la conscience. Du coup, pour ceux qui ont des femmes à la maison, c'est la bastonnade totale. C'est la bastonnade sur les enfants. Pour ceux qui déambulent dans les rues, c'est une série d'agressions et tout le reste. Des bagarres et bien d'autres. Des bagarres entre eux, ils s'en prennent aux passants et tout le monde là. Donc, c'est hyper compliqué. Maintenant,
Faire le gouvernement, peut-être pas sur les jeunes, parce qu'il n'y a pas d'espoir. Je vous le dis tout le temps. Le gouvernement ne fera rien, absolument rien, pour cette génération, rien. Ça, il faut intégrer ça. Chacun doit se battre. Mais avant d'arriver à l'étape où chacun se bat, que ce gouvernement prenne au moins cette petite responsabilité. S'il frappe du poing sur la table, là maintenant, que ces sachets ne sont plus commercialisables au Cameroun, ils ne le seront plus. C'est un fait. Mais, comme je vous dis, il va dans son intérêt, de son intérêt, de voir ces gens complètement hors de la lucidité. Du coup, moi je pense qu'ils vont même encourager davantage la production de ces whisky à sachet. Pour 2025 qui arrive surtout, ils vont saouler la population à un niveau qui n'est pas bien. Ils sont en train de rater leur marketing. Alors moi je vois même ça une sorte de, j'ai envie de dire, une stratégie bien pensée. Faire exploser d'abord le prix de la bière illégalement, après je suis presque ceux qui vont faire une sortie en grande pompe pour annoncer que le prix de la bière n'a pas changé, la ramenant à 650 pour que les Camerounais saoulent davantage pour 2025 qui arrive. Je pense qu'ils vont faire ça en février. Et pour ce problème de santé publique, je pense à Aristide Bitouga, docteur PhD, qui en a fait à un moment donné un combat personnel. Tout à fait. Et il a parfaitement raison. Ces whisky en sachet, pour un peuple comme le Cameroun, qui veut amorcer son développement, est un véritable danger. On ne peut pas dans une nation, ou bien même le côté santé publique, permettre autant la désacralisation des produits qui saoulent. C'est pour ça que moi je n'ai même plus de problème quand la bière augmente, qu'elle augmente, que les whisky augmentent. Ça fait qu'au moins on a un peuple en santé. Mais ce gouvernement cynique va tout faire pour encourager justement l'accès à toutes les couches aux produits comme cela, je les appelais des stupéfiants. Voyez-vous un peuple qui n'a rien d'autre à faire que de se saouler. Après, on me dit qu'on doit les soucis. Ils vont dire qu'on doit les soucis on se soucier dans le sport. Ce n'est pas vrai. On déstresse en faisant le sport. Mais on ne peut pas. On doit se soucier en les affrontant. C'est une réalité. On ne peut noyer un souci qu'en affrontant. Une fois qu'on l'a affronté, on le couvre. C'est comme ça qu'on fait. Le reste, je ne sais même pas comment le dire au mari, qu'on a un peuple malade, c'est tout. On a un peuple malade, hein. On reviendra d'ailleurs pour établir les conséquences justement autour de la consommation, etc. Sachet, question pour nous de dérouler dans le cadre de ce programme de tapis rouge à la publicité. Il est 11h. Situé en plein cœur de la ville d'Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, le centre de formation Together Weekend vous offre l'opportunité de vous faire former gratuitement dans les métiers des technologies de l'information et de la communication, à savoir bureautique, e-commerce, vidéo, maintenance informatique, mindset, réarmement moral et coaching. Dans de l'honorable François Biba, président de l'association éponyme, ce centre dispose d'équipements à la pointe de la technologie qui vous garantissent des formations compétitives et adaptées aux modernités. Population d'Edea, de Tizangé, de Puma, de la Dibamba, de Masok Sonloulou, de Mwanko, de Ndom, de Ngambe et de Ngwaimasa. N'hésitez pas à saisir cette belle opportunité qui s'offre à vous pour bénéficier dès aujourd'hui de ces formations. Une seule adresse, le centre de formation gratuit au métier des TIC Together Weekend pour un développement inclusif et un avenir radieux. Infoline 697 95 61 91 682 18 41 01 696 12 59 82. Together Weekend, Charity and Love. Au moment où la formation professionnelle devient de plus en plus une évidence au Cameroun et en Afrique, il existe de nos jours une plénitude de centres de formation qui naissent et qui parfois ne respectent aucune norme en termes d'offres de formation. Heureusement, l'Afrique, voire le Cameroun en particulier, s'est doté d'une référence sur laquelle on peut désormais compter en matière de
professionnelle. Level Up Academy, institut de formation professionnelle dans les métiers du digital, du management, de la beauté et de l'innovation, et agréé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Level Up Academy forme les Camerounais et Africains de tous bords dans plusieurs métiers en vue de l'obtention d'un diplôme de qualification professionnelle ou alors d'un certificat de qualification professionnelle, suivi par les stages de perfectionnement en entreprise. Choisir la Level Up Academy, c'est choisir un suivi de qualité. Nous assurons le placement effectif de tous nos apprenants en stage dans les sociétés qui sont déjà partenaires à nous. Pendant leur stage, nous organisons des descentes programmés dans chacune de ces sociétés-là pour s'assurer d'un certain confort, mais aussi d'une meilleure rédaction de leur rapport de stage. Parlons justement de l'offre de formation variée, diversifiée et innovante. Level Up Academy forme dans les spécialités suivantes: marketing digital, marketing commerce-vente, graphisme et design, développement web et applications mobiles, sécurité informatique, réseau télécom, maintenance informatique, montage audiovisuel, comptabilité informatisée et de gestion, secrétariat de direction, secrétariat comptable, secrétariat médical, vendeur en pharmacie, auxiliaire de vie, délégué médical, banque et microfinance, logistique et transport, douane et transit, management des projets, gestion des ressources humaines, dessin animé assisté par ordinateur et bien d'autres. Il faut par ailleurs noter que les formations dispensées à l'Institut Level Up Academy sont faites dans un cadre doté de matériel de dernière génération aux normes internationales, le tout couronné par des enseignants jeunes, professionnels, dévoués à la tâche et dont la priorité reste la formation intégrale de l'apprenant. Je suis totalement satisfaite des cours dispensés par les professeurs et de leur professionnalisme. Les formations à l'Institut Level Up étant régies par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, notons que l'année 2023-2024 a été officiellement lancée en octobre 2023. Les inscriptions ont commencé et se poursuivent. La Level Up Academy est un centre de formation qui forme dans 5 grands départements. Le département de la beauté, le département technologique, le département paramédical, le département de gestion et le département agropastoral. Tous les apprenants inscrits régulièrement au bout de leur parcours bénéficient d'une formation totalement gratuite en conduite automobile avec obtention d'un permis B. À l'occasion de cette sortie officielle, vous aurez différentes prestations et différentes expositions de nos apprenants. De ce fait, je vous invite au Musée national le vendredi 20 décembre à partir de 9h. Pour la sortie officielle de la promotion 2023-2024. Retrouvez-nous à Yaoundé Campus A, Tradex Bastos, Immeuble Air France, Campus B, Camer, face Bissec Central. Contact 652 987 585. Suivez-nous sur nos différentes plateformes digitales www.levelup.academy.net. Level Up Academy, au cœur de l'insertion professionnelle. Venir retour sur le plateau, hein. Rapidement, on va essayer de surfer sur les conséquences, n'est-ce pas, graves que la consommation abusive de ces sachets à whisky peuvent avoir sur la santé directement, quand on sait que des communiqués conjoints MINAT-MINSanté avaient été signés pour justement éradiquer ce fléau de notre société, malgré qu'il persiste. Notons quand même qu'il a beaucoup de conséquences sur la santé humaine. Souvent, les conséquences sont légion, vous pouvez perdre la vie. Encore qu'il y a plusieurs Camerounais qui ont eu à participer à des compétitions parfois incongrues, où on vous dit de consommer c'est 10 sachets ou 5 sachets et autres. Après, on vous annonce qu'ils sont passés de vie à trépas. Vous pouvez également On a vu à Douala, hein, justement, dans le cadre de ces compétitions, des jeunes à qui on a demandé de consommer 30 sachets de whisky pour 10 000 francs CFA et ils se sont livrés aux jeunes. Et après on nous annonce couramment qu'ils sont passés de vie à trépas. Il y a également des intoxications alimentaires qui sont causées par la consommation excessive de ces whisky en sachet. Il y a aussi, selon les professionnels de santé, selon certains scientifiques, il y a une substance chimique qui est contenue dans ces whisky en sachet, la nicotine. Tout à fait. Alors, sur le long terme, la nicotine, ça... C'est une chose que bon nombre de Camerounais ne le savent pas. La nicotine rend aveugle. Ça rend aveugle, c'est ce que ces professionnels de santé disent. Lorsque vous consommez ces produits excessifs, puisque la consommation excessive du whisky en sachet
ça attaque également votre vue. Voilà. Imaginez donc que vous vous exposez donc à la consommation excessive également de ces produits-là. Ça affecte également sur votre vue et ça peut vous aveugler également sur le long terme. Il y en a également qui sont devenus fous. Ça crée aussi la folie. Hein. Il y en a, non, on est à la télé, on dit la vérité. La consommation excessive des whisky en sachet, ça rend également fou. Ça crée également des troubles mentaux. Des troubles mentaux qui plus tard peuvent s'apparenter à de la folie. Il y en a des Camerounais qui sont des mentaux, je veux dire. Il y a des Camerounais qui effectivement sont devenus fous parce qu'ils sont exposés à la consommation excessive de ces produits. Et il y a aussi que c'est la consommation excessive de ces produits, ça vous coupe du monde en fait, c'est une conséquence. Ça vous coupe du monde, ça fait que vous êtes totalement déconnecté de la réalité. Vous êtes en train de causer avec, on consomme excessivement les whisky en sachet. Et vous lui parlez des choses importantes, vous lui parlez des affaires du pays. Et il n'est même pas avec vous, il n'est même pas au courant. Vous lui dites qu'on a augmenté le prix du carburant, il dit que mais vous parlez même de quel prix du carburant en fait. Donc on doit éradiquer ces whisky en sachet au Cameroun parce qu'on estime que les Camerounais méritent mieux que ça. Julio Arcel Diop, vous croyez à son... Quand on sait effectivement que ces qualificatifs ne font pas peur à ces consommateurs. On parle d'un sirop de foie, on parle justement, comme Yvan l'a dit, des troubles mentaux, on parle justement de plusieurs autres conséquences, mais cela semble ne pas avoir peur. Qu'est-ce qui justifie? Est-ce que finalement on peut éradiquer? Est-ce qu'ils savent ne pas avoir peur? Moi je pense qu'ils n'en ont juste pas conscience. Et, les effets catastrophiques, ils ne les remarquent même pas sur eux-mêmes. Ils vont y revenir sur l'ensemble des manifestations. La consommation de ces sachets-là, d'ailleurs comme tout autre alcool, mais sauf que ceux-là sont particulièrement dangereux. J'imagine bien la réaction chimique entre ces whisky avec un fort taux d'alcool et la matière plastique. Non, je ne veux pas y avoir comme effet lorsqu'on les consomme. Deux, il est clair que la consommation abusive de tout type d'alcool, et en particulier ce type d'alcool-là, ralentisse le fonctionnement du cerveau, diminue de manière considérable les capacités cognitives. Ça, c'est un fait. Et donc, on est en train de fabriquer une génération d'hommes, une génération de gamins qui... Je ne sais pas si vous expérimentez souvent ainsi. Tout à fait. C'est un effet de mode. On est donc en train de se demander si c'est une conséquence immédiate de la consommation de ces whisky-là ou alors simplement une contamination du fait de l'effet mode. Voyez-vous, Romaric, l'idéal, honnêtement, c'est une question de santé publique, serait que les dirigeants prennent leur courage à deux mains et qu'ils éradiquent le phénomène des whisky en sachet. Je vous dis déjà que moi je trouve en inadéquation l'emballage, la conservation d'une matière, une substance plus toxique que celle-là, dans du plastique. De santé publique. Et c'est un courage... Mettre fin justement à la commercialisation de ces produits-là. C'est hyper important. Ce courage, plutôt, il a été vu, visible, je veux dire, en République démocratique de Congo, avec cette décision prise, celle justement de s'attaquer, de porter plainte contre l'accusation qui pèse justement contre cette organisation. On parle de la Belgique et même de la France. Finalement, que se passe-t-il de ce côté quand on sait qu'au mois d'avril, la République démocratique du Congo avait justement mis en demeure cette application, ou alors son responsable, l'application Apple, justement pour consommation et exportation de minerais au sein du pays justement de Tshisekedi. Finalement, on reviendra simplement après la légère transition pour faire un tour dans le monde et on évoquera cette situation en RDC. La République démocratique du Congo a donc porté plainte contre la filiale d'Apple en France et même en Belgique pour l'exportation et la livraison illégale à l'international de minerais du pays via le Rwanda et au prix de la commission de nombreux crimes, ont annoncé des avocats mardi dernier, Julio Arcel Diop. Oui, Romaric, c'est une actualité qu'on va juste commenter. Parce Tout à fait. Elle a été mise sur la table ce matin en rapport avec le courage dont fait preuve Tshisekedi. On a l'impression qu'il se bat seul. Félix Antoine Tshisekedi. On a l'impression qu'il se bat seul contre à la fois le Rwanda et ses grosses fibres étrangères. Tout à fait. Vous savez que Apple, ses produits sont faits d'une substance
nécessaire à leur fonctionnement qui est extraite au Congo. Ça, je suppose que vous le savez. Pour qu'on ait un iPhone, il y a un minerai qui est extrait et qui n'existe qu'en République démocratique du Congo. Ah bon? Oui. Ça, c'est connu depuis des années. Ce minerai-là, on ne le trouve qu'en République démocratique du Congo. Mais le Congo n'a pas bénéficié, normalement, du retour d'une telle exclusivité. Et c'est un véritable problème. Peut-être que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais je dis, je maintiens, j'insiste, je persiste à dire que pour que l'iPhone, l'iPad fonctionne, il faut aller extraire une substance, un minerai du sous-sol du Congo. Et donc, Tshisekedi estime que désormais, ou depuis quelque temps, cette substance est illégalement exploitée et que, comme toujours, malheureusement, le Rwanda n'est jamais loin, avec le désordre installé dans l'est du pays. Le M23, soutenu par Kigali, Tshisekedi estime que désormais, c'est peut-être plus le Rwanda et ces groupes armés-là qui profitent de l'exportation de cette matière-là, ce minerai-là. Donc, Romaric, moi, en cela, je vois un homme très courageux, courageux, qui a su ou intenter ces procès-là. La France, qui aime ce type d'exclusivité, Apple n'étant pas français, la France a tout intérêt à ouvrir, si vous voulez, cette procédure judiciaire-là. Il a également posé une plainte en Belgique, 2 États voisins, sur lesquels il pense pouvoir compter pour faire avancer le dossier. Ce qu'il faut absolument retenir de cette action, c'est l'omniprésence, et moi ça me gêne un peu, du Rwanda. Donc, toutes les déstabilisations en RDC. Ils ont soutenu le M23. Aujourd'hui, le Nord Kivu, l'Est du pays, entièrement contrôlé par ce même mouvement-là, soutenu par Kigali, qui ne s'est pas limité au simple fait d'encourager un mouvement ou de soutenir un mouvement rebelle, s'est également lancé dans l'exploitation abusive. Mais même s'il est vrai, Julio Axel-Job, que les informations que nous avons regroupées font comprendre effectivement que Kigali, le Rwanda, que vous avez justement cité, s'est désolidarisé de cette communication faite par la RDC. Qualifie d'ailleurs cette accusation de... Enfin, pour Kigali, c'est une pratique habituelle. Donc, la RDC a l'habitude de l'accuser. En fait, il a qualifié ces allégations de sans fondement. De sans fondement, des allégations sans fondement. Bon. Mais, il faut dire, et ça c'est l'occasion pour nous de le faire, nous on peut le faire, Yvan Ameni et moi, vous êtes journalistes sur ce plateau, nous sommes chroniqueurs, que Paul Kagame est un vecteur du désordre dans l'Est de la République démocratique congolaise. Ah bon? Ce monsieur s'est donné pour mission de nuire. Absolument à Tshisekedi. Mais absolument Tshisekedi. Surtout qu'il avait été d'accord. Il avait été d'accord pour une convocation sur la table du dialogue. Félix Antoine Tshisekedi qui avait posé des conditions. Mais Tshisekedi s'est même déplacé pour le dialogue en question. C'est Kagame qui n'y est pas allé. Ça également, il faut pouvoir le dire. Donc, Apple, qui exploite et exporte abusivement ce minerai-là, devrait pouvoir rétribuer, reverser la quote-part de la RDC. Comme cela se doit. Parce que c'est la RDC, elle aussi, encore que Tshisekedi était sur le point de suspendre l'exploitation. Donc, créer le désordre dans l'est du pays et soutenir le M23 est plutôt à l'intérêt et au bénéfice de Apple. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Yvan Ameni, il y a au mois d'avril, la République démocratique du Congo avait mis en demeure Apple justement sur ce sujet. La multinationale qui, elle, avait alors renvoyé à des éléments publiés justement dans son rapport annuel de l'année 2023 sur ces minerais du conflit. Il affirmait n'avoir trouvé aucune base raisonnable pour dire que ces chaînes d'approvisionnement 2023 avaient indirectement financé ou bénéficié à des groupes armés en République démocratique du Congo ou dans un pays limitrophe. Vous comprenez tout de suite que la multinationale Apple dit clairement qu'ils n'ont pas exploité justement ces minerais comme l'affirme la RDC. C'est la raison pour laquelle la RDC a estimé que voilà, nous pouvons nous exprimer ou nous expliquer devant les juridictions compétentes à déposer une plainte à la France
et puis en Belgique. Gilot l'a dit, la France qui semble justement à l'avenir avoir un intérêt, si jamais ce conflit était, je veux dire, pris à bras le corps par ces institutions. Est-ce que vous croyez que l'idée pour Félix Antoine Tshisekedi a été bonne, celle d'aller justement se plaindre de la France et même de la Belgique contre cette organisation-là? Bon, moi, je vais d'abord dire que Est-ce que l'idée était bonne, celle d'aller déposer une plainte contre Apple dans ces organisations? Est-ce qu'une invite à la table du dialogue ne serait pas prioritairement ou alors fondamentalement la bonne solution? il faut d'abord savoir que je vais revenir sur la table des idées de la France en affirmant pour dire que la France ne va pas assembler. La France a toujours visé les intérêts. Les intérêts, et ce n'est que les intérêts de la France qui les intéressent au détriment des autres nations. Oui. Maintenant, pour revenir à l'actualité qui se déroule du côté de la RDC, il faut d'abord saluer la sortie de Félix Antoine Tshisekedi parce que ces multinationales qui de plus en plus séjournent sur le sol africain, quand vous voyez les retombées de ces multinationales et vous voyez l'impact qu'ils font sur le quotidien des populations africaines, vous voyez qu'il y a un écart. Il y a un très gros gap. Il y a un écart abyssal. Il y a une entreprise qu'on ne va pas nous fêter ses 50 ans d'existence sur le sol camerounais, une entreprise de brassicole, vous connaissez certainement cette entreprise, mais qui a quand même décidé de donner les terrains aux meilleurs employés de cette entreprise-là. Donc on attend 30 ans ou encore 40 ans pour venir dire que bon, il y a des employés qui ont bien travaillé, on va les offrir des terrains et autres. En fait, ils ne sont pas différents du gouvernement camerounais qui donne des maisons aux footballeurs qui ont joué en 1990. On dit que c'est 2021 pour donner des maisons à cette. Il y en a qui sont même décédés, qui ont joué à la Coupe du Monde en 90, qui aujourd'hui ne vivent plus. Mais le gouvernement camerounais, pour les féliciter, on attend après également pour les donner des habitations et autres en fait. Donc on peut dire tout simplement que ces multinationales effectivement appauvrissent de plus en plus le peuple africain. Lorsque vous prenez uniquement peut-être l'iPhone 8 ou encore l'iPhone 8 plus, je ne sais pas trop, vous connaissez le nombre de Camerounais ou encore le nombre d'Africains qui utilisent aujourd'hui les téléphones iPhone. Il faut voir les prix de ces iPhones aujourd'hui. C'est l'un des téléphones les plus luxueux dans le monde entier. C'est l'un des téléphones les plus luxueux en Afrique également. Il faut voir les recettes qui sont perçues au niveau de ces entreprises-là. Et vous partez également voir parfois le salaire de certains Africains qui travaillent dans ces entreprises. Donc moi, je trouve que c'est une sortie salutaire, une invite à ces différents dirigeants qui doivent imposer certaines restrictions à ces multinationales qui de plus en plus séjournent sur le sol africain, mais qui malheureusement, globalement, lorsqu'on essaie d'analyser l'impact même de ces multinationales sur le quotidien des populations africaines, on se rend compte qu'en fait, ils sont là plutôt pour appauvrir les Africains. Et lorsqu'on revient même sur la qualité même qui est parfois proposée à l'endroit de ces Africains, on peut questionner même la qualité aussi parfois de ces produits qui sont commercialisés sur le sol africain. Mais au regard justement de la durée d'exploitation qui est assez considérable et qui forcément a eu un impact négatif sur le quotidien des peuples congolais, et que la mesure d'aller se plaindre à la France, face à la France ou même encore à la Belgique, a été la bonne idée, ou alors vous suggériez, n'est-ce pas, autre chose à Félix Antoine Tshisekedi dans le cadre de cette affaire, Ivan Mendy? C'est vrai qu'on aurait priorisé la posture selon laquelle Félix Antoine Tshisekedi aurait eu à peut-être l'entreprise Apple pour essayer de dialoguer avec eux. Mais c'est le chef d'État. S'il prend la posture selon laquelle il décide de porter plainte, ça veut dire qu'il estime que ça avait un stade où c'est de trop. Je vous assure que si on veut faire les rapports sur l'exploitation que l'entreprise Apple a déjà eu à faire du côté du Congo, et qu'on revienne également sur l'investissement qui a été fait, et qu'on revienne également sur les bénéfices qui ont été récoltés, vous allez vous rendre compte qu'en fait, on trompe plutôt les populations de cette partie. Allez par exemple au Cameroun aussi, dans la région de l'Est par exemple, où on fait l'exploitation minière et autres. Allez voir le vécu des populations qui vivent en bordure de ces différentes localités du Cameroun, où on prend au quotidien l'exploitation minière. Et allez voir maintenant le vécu de ces entreprises qui viennent de plus en plus pour tromper ces populations. Il faut le dire, on vient tromper ces populations-là. Parce que vous venez, on va acheter un produit, ils vont vous tromper. Mais allez voir les bénéfices, les recettes qui sont perçues multinationales qui vont
Vous venir pour féliciter les employés, pour dire qu'on va vous donner le terrain et autres. Pourtant, même chaque année, il y a des employés qui peuvent offrir des terrains. Est-ce que les Camerounais vont arrêter d'acheter les iPhones un jour? Est-ce que les Congolais vont arrêter d'acheter les iPhones un jour? Encore que l'iPhone également aujourd'hui, c'est devenu c'est devenu un outil de travail. Vous allez voir que la plupart des ministres, des artistes, des personnalités justement utilisent cet appareil-là. Mais il faut voir l'impact sur le quotidien maintenant de ces populations-là. Julien Arcel, les plaintes justement qui ont été déposées en France, l'AFP qui a d'ailleurs pris connaissance, sauf que les informations de recel de différents crimes, dont les crimes de guerre, de blanchiment de faux et d'usage de faux, et même de tromperie, quelque chose d'accusation qui pèse justement contre Apple, mais on se demande à quand finalement son aboutissement. L'essentiel, c'est d'avoir déjà entamé des actions en justice. Moi, Oui. je le disais ici, j'encourage fortement cette action de Félix. Il ne faut pas qu'elle soit accélérée, ces actions-là, pour finalement... Ça ne dépend malheureusement pas de lui. D'accord. La RDC a déposé deux plaintes, comme vous l'avez dit, une en Belgique, une autre en France. Maintenant, c'est à ces pays de prendre au sérieux ces accusations-là et d'essayer d'y voir plus clair. Maintenant, à côté, il y a quand même l'avocat Robert Amsterdam qui est sur le dossier. Vous savez combien il s'est fait bouger les lignes. Moi, je pense qu'il donnera du sien pour que ces plaintes aboutissent. À côté, revenons sur l'aspect purement sécuritaire. Je pense que le désordre créé dans l'Est du Congo est fait à dessein. Il faut absolument par des voies illégales exploiter ces minerais à ou les faire transiter par le Rwanda pour les sortir du pays ou pour les sortir du continent africain. Malheureusement, c'est à pleurer, c'est à déplorer d'ailleurs. Est-ce que les plaintes vont être accélérées? Est-ce que les procédures vont être accélérées? C'est notre souhait. Maintenant, aux Français et aux Belges de prendre leurs responsabilités. Ce sera une première dans l'histoire. Donc, elles ont, ces puissances-là, tout intérêt à s'y pencher sérieusement. Et vous croyez visiblement que les choses se passeront sans que les partis responsables ne soient invités sur la table de la négociation? Parce que finalement, on a l'impression dans vos dires... Ça pourrait être aussi un aboutissement. Que les partis reviennent à la table pour un arbitrage. Ça pourrait également être un autre aboutissement. Mais je maintiens que Apple exploite illégalement, comme le dit Tshisekedi, ces minéraux-là en RDC, a intérêt à voir cette guerre dans l'est du pays perdurer, peut même parfois être soupçonné de soutenir le M23. Tout ça mélangé fait que le courage de citer espérant gain de cause. Si c'est justement ces troubles dans l'est du Congo qui ont induit, n'est-ce pas, ce à quoi nous faisons allusion ce matin, finalement, qu'est-ce qu'il faut pour que la calmie vale son pesant d'or dans cette partie de la RDC Congo? Est-ce que finalement, Félix Antoine aller ou accélérer avec son ami rwandais? Premièrement, que Kigali cesse de soutenir le M23. Même si Kigali nie le déni plausible, comme on les appelle souvent, c'est le déni plausible. On sait parfaitement bien que c'est Kigali qui soutient le M23. On sait que le Rwanda y est pour beaucoup dans la situation désastreuse. Et vous demandez, qu'est-ce que vous demandez à Paul Kagame de faire dans le cadre de... Kagame a tout intérêt, lui aussi, à voir ce désordre-là à la frontière. Pour lui, c'est tout bénef parce qu'il en tire profit dans l'exploitation également de quelques minéraux. Yvan Meni, finalement, est-ce que vous croyez à l'aboutissement de ces plaintes déposées par la RDC en France et en Belgique? Justement, il faut juste que la justice dise le droit, puisqu'on qu'elle soit impartiale. Qu'elle soit impartiale. Et on sorti de Félix Antoine Tshisekedi, qui n'est pas le seul chef d'État en Afrique qui vit ce problème-là avec ces multinationales que je précise encore, qui globalement sont là pour de plus en plus appauvrir les Africains, parce que lorsqu'ils arrivent, il y a également des Africains qui travaillent dans ces multinationales. Mais tout à fait. Que ces Africains-là perçoivent à la fin du mois, mais vous êtes dépassés, vous êtes sur notre terrain, vous êtes sur notre terre, vous utilisez également les ressources naturelles, les ressources minières de ces pays-là pour de plus en plus fabriquer vos produits. Mais comment comprendre que les Africains également voulaient commercialiser d'abord très cher ces différents produits, parce qu'il faut le dire, l'iPhone au Cameroun, c'est un luxe. C'est un luxe. Quand vous avez l'iPhone au Cameroun, il y en a qui commencent à vous regarder un peu, mais mon frère, vous faites comment pour avoir un téléphone iPhone et autres. Ce n'est pas à la portée du Camerounais lambda. Or, normalement, on devrait les exiger de commercialiser leurs produits en fonction du niveau de vie des populations camerounaises, en fonction du SMIC même du Cameroun. Or, vous voyez qu'en fonction du SMIC,
dans la sous-région et même dans d'autres pays, même également en Afrique, il est impossible à un Africain de se procurer d'un téléphone iPhone. Pourtant, c'est en Afrique qu'on extrait ces minéraux-là pour fabriquer ces produits. Donc je pense que la sortie de Félix Antoine Tshisekedi doit également être une interpellation avec ces multinationales d'impacter un développement considérable dans le quotidien de ces populations africaines parce qu'ils séjournent en terre africaine. Les élections prévues pour le 18 janvier 2025 au barreau du Cameroun ont été annulées. Pourquoi? La question en tout cas trouve réponse dans des analyses qui vont suivre juste derrière la transition. Le président justement de l'Assemblée générale, Maître Kless Kwanou, en tout cas a affirmé qu'il n'a pas reçu l'argent pour l'organisation de ces élections. Pourtant, le bâtonnier a fait débloquer 400 millions de francs CFA pour la pose de la première pierre de construction du siège du barreau, entraînant ainsi la démission de son trésorier, Maître Claude Assira. C'est en tout cas l'information contenue dans la page 3 du journal Innovation qui est parue en kiosque ce matin. On se penche justement dans le cadre de cette actualité pour questionner finalement la transparence dans la gestion autour du barreau du Cameroun, Julio Arcel Job. C'est une actualité qui marque et qui attire l'attention. Le bâtonnier qui a donné son accord de principe pour que la somme de 400 millions de francs CFA soit débloquée, n'est-ce pas, pour la construction du siège du barreau, mais pas d'argent pour l'organisation justement des élections prévues pourtant le 18 janvier 2025. Comment expliquer ce grand paradoxe? Vous avez de l'argent pour construire le barreau du Cameroun, mais vous n'avez pas l'argent pour organiser les élections. Est-ce là une volonté manifeste de davantage rester au pouvoir, rester à son poste? Écoutez, c'est le syndrome camerounais. Le syndrome camerounais. Ce désir de rester éternellement aux affaires. C'est regrettable que ça ait contaminé le barreau, très regrettable. Et je ne suis pas surpris d'ailleurs de voir Claude Assira démissionner. Une organisation qui est pourtant supposée dire le droit. Tout à fait. D'être juste. Une organisation qui est censée défendre le droit. Parce que c'est la magistrature qui dit. Tout à fait. Tout à fait. Donc, assez triste de voir cette mauvaise gangrène arriver chez ceux qui sont censés en fait nous défendre. Ceux qui sont censés porter nos sollicitations du point de vue légal ou du droit. C'est assez triste qu'un bâtonnier, en lieu et place de l'organisation des élections, ordonne qu'on débloque 400 millions de francs CFA pour la pose, la première pierre, ou pour construire, si vous voulez, le siège de l'ordre national. Et c'est une gangrène dans ce pays. Je ne sais pas ce que ça donne aux gens d'avoir de grandes bâtisses qui abritent ou qui hébergent des structures, alors qu'au fond, il n'y a rien. À quoi sert la construction d'un siège actuellement, nouveau si vous voulez, au lieu d'organiser une nouvelle élection, permettant aux avocats de se sentir représentés, si je peux le dire ainsi. Il y a quelques années, on a assisté à cette élection qui a porté ce monsieur à la tête du barreau. Si son prédécesseur avait refusé de l'organiser des élections, il en serait arrivé là. À quoi sert un siège de 400 millions de francs CFA alors que c'est le montant à peine, ou il en faut beaucoup moins pour organiser une élection du barreau? Moi, j'aurai toujours du respect, et je le dirai toujours, pour quelqu'un comme Claude Assira. Pourquoi? Observez les événements de l'élection présidentielle, du moins les événements post-élection présidentielle 2018, le contentieux post-électoral. Au même titre que Maître Lazare Swop, qui tout de suite, quand le MRC avait fait face au rejet de pratiquement toutes ces requêtes, Swop avait déclaré, paix à son âme aujourd'hui, qu'ils ont essayé d'apporter des éléments, mais que le Conseil constitutionnel a décidé autrement et que lui, républicain, respecte les décisions rendues par
les institutions en rapport ou en charge des questions judiciaires ou de justice au Cameroun. Claude Assira, qui faisait partie du collège des avocats du MRC, a complètement quitté l'agitation après ce procès. Je vous fais remarquer qu'Assira n'est jamais rentré dans les manifestations, il n'est jamais allé faire des déclarations du genre président élu et autres. Il était là pour le droit. Il a défendu le droit. Après qu'il n'ait pas eu gain de cause, il s'est retiré de la question de revendication de la victoire du MRC. C'est quelqu'un de très cohérent. Aujourd'hui, trésorier au barreau du Cameroun, il veut aller aux élections. Pour lui, c'est logique, c'est normal. À côté, il y a un président qui vous dit non, débloquer 400 millions de francs CFA pour bâtir plutôt le siège. Parce qu'il y a l'argent pour le siège, mais il n'y a pas l'argent pour les élections. Assira, cohérent comme il est, démissionne. Je ne suis pas surpris du tout. Assira, c'est un mec droit dans tout ce qu'il fait. Maintenant, questionnons l'attitude du bâtonnier. Vous brûlez d'envie de donner votre opinion là-dessus. Comment vous pouvez expliquer qui est nécessaire aux élections, mais que me vous disent qu'il n'y a pas l'argent pour les élections et que parallèlement, il ordonne le déblocage de 400 millions de francs CFA pour construire son bureau. Mais le mec, moi, m'attriste. Parce que pour construire un siège d'une telle envergure, il faut au moins 3 ans. Comment va-t-il justifier le fait de se maintenir pendant 3 ans juste pour voir son bureau construit? C'est ça au Cameroun, hein? Je construis ma chose, j'entre dedans avant de partir. Yvan Menny, c'est une situation qui préoccupe. Vous voyez, je n'ai pas assez de mots là-dessus. Je voulais la très vite déceler tout à l'heure, mais finalement, je ne pourrais pas. Il y a que Maître Kless Kwanou, qui est justement le président de l'Assemblée générale, avocat au barreau du Cameroun. Il a été clair. N'attendez pas les élections prévues pour le 18 d'argent pour son organisation. Mais comment comprendre effectivement l'attitude du grand bâtonnier? Julio Arcel l'a assez interrogé. Il y a l'argent pour construire le siège, c'est-à-dire mon bureau, mais il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Quel est que vous posez sur cette phrase-là? Il y a l'argent pour bâtir le siège. 400 millions ont d'ailleurs été débloqués, mais il n'y a pas d'argent pour l'organisation des élections. Ce matin, on a d'abord dit aux bâtonniers que l'ordre national des avocats au barreau du Cameroun, ce n'est pas une chefferie. Parce que là, c'est ce que nous sommes en train d'assister à un contexte où c'est comme si nous étions à la chefferie, où quelqu'un est venu là et autres, maintenant il veut imposer des choses. Pourtant, il y a des textes qui régissent l'organisation du barreau au Cameroun. Ce n'est que normal. C'est ce qui démontre à suffit que Maître Claude Assira, lui-même, il s'est donc à un stade où il a dit que mais, on a signé une convention ou encore des accords ensemble. Il y a un règlement à respecter. Comment comprendre qu'aujourd'hui, on vient prioriser plutôt la construction du barreau. Et ça, c'est clair. Un édifice de 400 millions, c'est au moins 3 ans. C'est même 5 ans même pour terminer. Donc moi, je trouve que nous sommes en train d'assister à une forme de dictature, malheureusement. Et c'est un acte qui, malheureusement, ternit l'image du Cameroun. Parce que comprendre que des hommes qui maîtrisent, des érudits des questions de droit, arrivent à se comporter de cette manière, c'est plutôt l'image du Cameroun. Qu'est-ce que la communauté internationale dira sur le Cameroun? Et en même temps, ça arrive dans quel contexte? À la veille de l'élection présidentielle au Cameroun. Ceux-là qui sont même censés édifier les Camerounais, se mobiliser pour que le respect de la Constitution soit une norme, soit une réalité à la veille de l'élection présidentielle au Cameroun. Eux-mêmes, au niveau du barreau, ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas le droit. C'est ce qu'il faut dire aux Camerounais, l'âme qui nous écoute ce matin. Au niveau du barreau, ils ne respectent pas. Mais quelle image finalement? Ceux qui sont supposés, je l'a dit, défendre le droit, ne respectent pas eux-mêmes un certain nombre d'éléments. Au village, la grand-mère dit souvent ceci. Qu'est-ce que vous avez dans un... Même le père n'est pas exemplaire. Les conséquences seront donc exponentielles en fait. Donc c'est dans une maison où le père tous les jours
il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire ceci. Mais il est le premier qui se lève le matin, ça avait une paire de gifles et qui dit bonjour à la mère et autres en fait. Non, il y a des parents comme ça. Il dit à l'enfant, il ne faut pas être violent, la violence n'est pas bonne. Mais le matin, c'est avec une paire de gifles qui dit bonjour à la mère avant de sortir. C'est donc à ce à quoi nous sommes en train d'assister avec ce qui se passe au barreau. Vous avez un barreau, ils viendront dans des plateaux de télévision, on vous dit on défend le droit et autres. Mais eux-mêmes ne respectent pas, hein. Eux-mêmes ne respectent pas le droit. Vous-même, scientifiquement et objectivement, l'organisation des élections, rapport entre l'organisation des élections et la construction du siège du barreau au Cameroun. Scientifiquement, où est le lien? Il n'y a aucun lien. On organise l'élection tout simplement. Et il faut d'ailleurs dire que le barreau du Cameroun, qui brille par plusieurs contrôles il y a quelques temps aujourd'hui, était justement dans le cadre de l'organisation de ce concours d'entrée au barreau du Cameroun, avec beaucoup de controverses. Aujourd'hui, on parle de cette question autour de la transparence dans la gestion financière. Julio Axel Diop, finalement, est-ce que les hautes instructions et même constantes du chef de l'État peuvent venir résoudre finalement ce genre de problème et afin que la calmie soit, n'est-ce pas, le pesant d'or de cette organisation? Mais les hautes institutions ne règlent aucun problème dans ce pays, au contraire, elles les aggravent. Chaque fois qu'il y a eu haute institution, il y a eu contre-instruction et tout le reste, on a vécu ces événements avec l'Africa Foot. On les vit encore aujourd'hui. Le SGP qui transmet les hautes institutions, c'est le PM qui lui décide, enfin, envoie une correspondance au ministère des Finances lui demandant de mettre l'argent à la disposition d'Africa Foot. Vous voyez donc que les hautes institutions non plus, en principe. Ça veut dire que le barreau du Cameroun est mal barré? J'ai envie de vous dire que les hautes institutions ne vont pas régler le problème. Le barreau du Cameroun doit se reprendre en main. Parce que ce sont les défendeurs du droit. Comment se reprendre en main quand on a déjà des démissions objectives? À l'étape il n'y a donc pas l'argent. Où est-ce qu'on va prendre l'argent? Je m'appelle que c'est ça qu'il faut mettre sur la table comme question. À l'étape où on en est, il faut trouver les moyens pour organiser les élections. Parce que le bureau, l'actuel bureau, c'est lui-même mis en porte-à-faux. Ça va de soi. Je dis et je maintiens encore, et d'ailleurs, c'est plutôt pour le célébrer, Maître Claude Assira est plutôt bien parti pour être le prochain bâtonnier du Cameroun. J'espère qu'il en prendra conscience bien assez tôt. Sauf qu'il ne faisait pas partie justement de ces candidats. On a plusieurs personnes c'est pour ça que dans je la parle liste. Du prochain en principe. D'accord. Je suppose que celui-ci est déjà... Voilà, même si le président dit qu'il n'a pas de... Voilà, on avait Maître Philippe Olivier Mémon, Maître Mbaïri Kemba, Maître Lair Atangana Bikuna, Arlette Ngola Futso, Ernest Douga. Ils sont nombreux, mais pour le moment, Maître Claude Assira, certainement, avec ses fonctions à l'Université catholique d'Afrique centrale. Tout à fait. Donc, moi, je pense que c'est le prochain bâtonnier du Cameroun. Peut-être pas de cette mandature qui arrive, mais c'est un potentiel pour le prochain bâtonnier, tout à fait. Et ce serait d'ailleurs largement mérité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème? Les hautes instructions peut-être pas trouver de l'argent. Il faut absolument aller aux élections. Seules les élections peuvent arranger le problème qu'il y a actuellement alors des avocats. Mais est-ce qu'actuellement, celui qui est à la tête de ce fauteuil se rend même compte des conséquences qu'il peut endurer dans le cadre de cette affaire? Moi, je ne sais surtout pas comment il compte se maintenir au pouvoir jusqu'à voir son édifice réalisé. Je pense surtout que c'est une question à présent peut-être d'intérêt purement égoïste. Ça veut dire quoi? Je sais que je n'ai pas la moitié, je sais que je suis à la fin de règne. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je tente des pirouettes pour essayer de m'en sortir avec un peu d'argent. Je ne dis pas que c'est le cas. On met sur la table différentes hypothèses. Justement. Donc, et c'est justement parce que expert dans donc je me dis que peut-être nous n'allons pas questionner ici le comment est-ce que ça se passe pour le décaissement, qui autorise justement le décaissement de l'argent pour l'utilisation. On n'a que nos hypothèses à mettre sur la table. Et je dis bien que en fin de règne, et vous parlez de conséquences, il dit des conséquences, ça peut en changer. Moi je pense que c'est plutôt dans une équation individuelle où il se dit, bon voilà, j'ai fait mon temps, comment je m'en sors avec quelque chose? Peut-être qu'en lançant un chantier d'une telle envergure, je peux grappiller mes quelques millions, 30 ou 40 ou 50, et ça va, j'ai fait mon affaire, moi je m'en vais. Yvan Mény, est-ce que vous croyez finalement qu'après cette date, qui a d'ailleurs été annulée, on fera
face à une autre date, certainement. Est-ce que l'argent sera trouvé? Julio Arcel, lui, il estime que pour organiser les élections, il faut absolument trouver de l'argent. Mais on se pose bien la question comment et où. Il faut dire que l'argent ne manque pas en fait. C'est que l'argent ne manque pas au barreau. On voit 400 millions pour faire une pause de première paie. On manque, avec 100 millions de francs CFA pour organiser l'élection du barreau. Le montant qu'il faut actuellement est en deçà de ce qu'il faut pour construire l'édifice de l'immeuble siège du barreau au Cameroun. Donc, il faut dire que l'argent ne manque pas. Ce qui est en train de se passer, c'est que le bâtonnier est en train de se comporter comme en archifierie, comme je suis en train d'expliquer. Oui. Vous savez qu'il y a un type de Camerounais, pour sortir de ce sujet, il y a un type de Camerounais qui ne s'identifie pas en dehors du pouvoir. Ah bon? Donc, il y a des ministres au Cameroun qui ne s'identifient pas en dehors du pouvoir. Il y a des DG même au Cameroun qui ne s'identifient pas en dehors du pouvoir. Il y a des chefs de village qui ne s'identifient pas en dehors du pouvoir. Il y a des Camerounais également qui ne s'identifient pas en dehors du pouvoir. Et du coup, ça crée des problèmes en fait. Donc, au point où quand ils arrivent à un stade où les textes même disent que vous êtes arrivé à votre paroxysme, ils ne veulent pas accepter. Donc, ils n'ont jamais eu cette pensée-là. Ils veulent toujours créer des situations pour se maintenir. Et malheureusement, le développement, ça nous crée des cacophonies. Parce que même pour l'image du Cameroun, c'est pas beau à entendre. Il y a des instances où on ne doit jamais écouter qu'il y ait du bruit, en fait. Un peu comme au barreau. C'est quand même des intellectuels, c'est quand même des hommes qui maîtrisent le droit. Des hommes intègres, supposés être intègres. Et des hommes aussi supposés être des exemples. Parce qu'on ne doit pas les citer dans des affaires scabreuses. Mais lorsqu'on nous annonce quand même que de telles actualités sont de plus en plus visibles au niveau du barreau, je vous assure que c'est très compliqué pour ces Camerounais également qui aspirent un jour à travailler ou encore à appartenir au barreau du Cameroun. C'est assez déplorable en fait. Le 18 décembre 2024 et même de chaque année, Yvan Mény Julio Arcel Diop, on célèbre la journée internationale consacrée aux migrants. Nous allons justement prendre un petit arrêt justement et revenir pour commenter cette actualité afin de sortir de cette émission pour cette édition. Retour sur le plateau, on le disait, le 18 décembre 2024, consacré journée internationale des migrants. Julio Arcel Diop, les chiffres font peur quand on parle de migration justement au Cameroun, dans notre pays. La Commission nationale des droits de l'homme qui s'est prononcée, celui-là qui a d'ailleurs bénéficié d'un prix assez spécial, c'était dans la capitale, pas parce que ça ne nous concerne pas sur ce plateau, mais finalement, qu'est-ce que vous dites justement de cette célébration? Est-ce qu'elle a lieu d'être? Célébration, journée internationale des migrants. Peut-être pas tout à fait, mais une reconnaissance du phénomène, peut-être oui. Okay. Parce que le phénomène est bien réel. Tout à fait. On doit le reconnaître. Il y a deux types de migrants, vous le savez. Il y a des déplacés de guerre ou de crise. Tout à fait. Une région en crise, obligée de migrer. Tout à fait. Du coup, ceux-là, on peut les comprendre et peut-être même les célébrer. Parce qu'on les reconnaît. Même si les moyens d'encadrement. Mais ceux qui partent de l'Afrique, ou Lampedusa, pour moi, ceux-là ne méritent ni reconnaissance, ni célébration. Pourquoi? Parce qu'ils sont lâches. Comment ça lâche? Rien ne peut être si grave dans votre pays qui mérite que vous affrontiez le désert et la mer. Rien au monde ne peut justifier ça. D'accord. Je vous ai souvent dit ça sur ce plateau. Moi, je suis en queue de poisson avec tous mes amis qui sont arrivés sur le sol européen. Beaucoup. Vous en voulez à Francis Ganou? Beaucoup. Pas qu'à lui, à son oncle aussi qui est à ses côtés pendant tous les combats. Vous regardez cette caméra et dit que vous en voulez à Francis Ganou? J'en veux beaucoup à Francis Ganou. Et pourquoi? Il aurait pu mourir, c'est un coup de chance. Mais il n'est pas mort. Il aurait pu. Il n'est pas mort. Combien sont morts? Combien on laisse mourant dans le désert? Mais quand on prend cette route-là, on se déshumanise. Il y a parfois, vous êtes obligé de laisser un des vôtres agonisant. Histoire qui est sérieuse, ce que je dis est sérieux. Je vous relance. Qu'est-ce qui peut justifier de vos arguments, le désert, ensuite la mer, pour atterrir à Lampedusa, après pour être accueilli sur le sol italien ou que sais-je encore, qu'on commence à mettre des mécanismes d'accueil sur place? Non. Même si le pays est dur, comment mon frère, tu meurs ici. Mourir dans le désert avec la chaleur ou mourir dans la mer? Non, rien ne suffit ça. Francis Ganou, c'est un coup de chance, 1 sur 1000. Mieux tu meurs sur la qualité de nos routes là. Mieux tu meurs ici. Il y a un peu d'honneur et de dignité dans la mort.
Vous avez souvent vu des films où quelqu'un à la porte de la mort vous dit « Ne me tirez pas une balle dans la tête parce que mon cadavre risque d'être laid. » Donc ça veut dire qu'il y a un peu de dignité dans la mort. Non, on ne devrait pas mourir dans le désert au Mali. On ne devrait pas mourir dans la mer. Il faut mourir ici. Yvan Meni, Julio Job qui demande justement un round avec Francis Ngannou sur un tapis, parce qu'il dit à Francis Ngannou la manière avec laquelle il est arrivé de l'autre côté en passant par le désert. Pour lui, c'est un grand scandale. Il estime que vous devez rester dans votre pays pour affronter toutes les difficultés afférentes que de prendre la mer ou même encore le désert. Partagez cet avis? Bon, moi, je suis de ceux qui estiment que si vous voulez quitter le pays, il faut aller par les voies normales. On ne peut pas faire l'apologie de l'immigration, encourager les jeunes à aller de plus en plus au désert. Et en même temps aussi, ce que moi j'ai décrit parfois sur ces jeunes-là qui prennent la route, vous savez que même pour aller en aventure, il faut avoir des moyens financiers nécessaires, non? Tout à fait. Et ce qui m'inquiète parfois, c'est que vous avez quand même des jeunes qui ont 7 millions, 5 millions. Vous ne partent quand même en aventure. Pourtant, avec 5 millions au Cameroun, on peut lancer une activité qui vous permette d'être autonome. Ils ont peur des impôts. Non, il faut, à un moment donné, avec 5 millions, on peut faire l'élevage au Cameroun, on peut faire une ferme, on peut lancer la pisciculture, on peut lancer l'élevage des poulets, on peut lancer la porcherie également. Au Cameroun. Le bâton de manioc coûte 200 francs. Coûte 200 francs au Cameroun. Donc on peut être un importateur de bâtons de manioc avec 5 millions de francs CFA. 200. Justement. Dans mon village, il coûte encore 25 francs. Donc vous gagnez à 300%. Mais comment vous faites pour prendre le désert? Comment vous faites? Moi, je vous dis ça tous les jours. Quand je viens travailler, il y a une chose qui ne me fait jamais peur. C'est l'idée qu'on me licencie. Jamais de la vie. Je me licencie aujourd'hui, demain, je commence à vendre les bâtons de manioc. Sans le moindre complexe. Ils sont nombreux, ces jeunes qui peuvent vous demander finalement, est-ce que ce type a tous ses sens? Non, c'est vrai, c'est vrai ce que le grand frère Julio Job explique. Ça, c'est clair. On ne peut pas encourager les jeunes à aller de plus en plus au désert et autres. Et comme je le reprécise encore, lorsque vous dialoguez avec certains jeunes qui ont eu à prendre la route, vous vous rendez compte qu'il y a des jeunes qui avaient dans leur compte bancaire 5 millions, 7 millions. Non, on ne peut pas avoir une vie suffisamment stable au Cameroun et on prend quand même la route à l'étranger. Allez par les voies normales. Moi, je ne suis pas de ceux qui découragent non plus les jeunes d'aller à l'extérieur, mais aller par les voies normales, parce qu'étant donné que nous sommes dans un contexte où c'est très compliqué au Cameroun, et il faut préciser que 80% des Camerounais qui vont à l'extérieur, soit c'est des Camerounais une situation pays, ou encore des jeunes qui n'ont pas pu s'insérer professionnellement dans la société. Il y a des jeunes qui, après le bac ou encore après leur licence, ont eu à faire des concours sur concours. Ils n'ont malheureusement pas réussi. Il y a des jeunes même qui ont eu à commencer à travailler. Mais sauf que nous sommes dans un contexte au Cameroun où, même lorsque vous travaillez, il est difficile pour vous d'avoir les éléments essentiels de la vie. Avoir un logement, construire une maison. C'est un luxe aujourd'hui au Cameroun, et même pour ceux qui travaillent. Encore que, il y a des chômeurs au Cameroun. Il faut pouvoir le dire. Je ne vous interromps pas. On ne construit pas, on ne bâtit pas, on ne se bâtit pas en travaillant, en étant salarié, non. Tout à fait. Il faut faire des affaires. Ça, tout à fait. Quelles qu'elles soient, il faut faire des affaires. Personne de nous ici ne construira. C'est clair. Ça tout de suite. Il faut faire des affaires. C'est une sale ère. Oui, non, ça c'est clair, parce que quand vous voyez même le SMIC, vous voyez le salaire autre, ce n'est pas en conformité avec les réalités de ces populations camerounaises. Et c'est l'une des raisons qui pousse également certains Camerounais à opter de la migration. Maintenant, il je suis en disant que oui, c'est vrai, le Cameroun aussi est une terre d'accueil qui accueille de plus en plus plusieurs expatriés, autres réfugiés aussi, qui viennent également séjourner en terre camerounaise. Même certains qui migrent aussi vers le Cameroun. Mais ce qui m'inquiète pour chuter, c'est la protection également que notre gouvernement fait. Parce que là, on va aussi décrier même le leadership même du Cameroun dans la sous-région et aussi même dans d'autres pays. Je vous assure qu'un Camerounais, vous pouvez pas aller à l'extérieur et vous vous comporter comme si... Mais nous sommes dans un pays où vous assistez parfois à certains litiges ou encore à certaines affaires scabreuses. On vous démontre comment un étranger est plus important que vous, le Camerounais et autres. On vous prend, on vous enferme même. On vous enferme parce qu'on va vous dire que vous n'avez pas eu à protéger autre quoi que ce soit. Donc il n'y a que la protection que le gouvernement camerounais fait de ces populations étrangères qui vivent en sol camerounais. Vous causez un véritable... Ça ne cause pas un problème. Si elle pouvait également être proportionnelle également à la protection de nos amis et frères camerounais qui vivent aussi dans d'autres pays, je vous assure que
ça devrait également être agréable pour ces Camerounais-là qui de plus en plus vivent à l'extérieur, mais qui malheureusement ne bénéficient pas toujours de la protection du gouvernement camerounais à l'extérieur du pays, parce que le leadership du gouvernement camerounais à l'extérieur du pays semble être boiteux. Non, pas que ça semble, mais c'est boiteux. C'est bien compris, Ivan Meni. Merci d'être passé sur le plateau d'Horizon Midi ce matin. On se dit à demain pour une autre édition. Merci Romaric Noafeu, merci à Julio Axel Job, merci à tous ces millions de Camerounais qui nous ont encore regardé ce mercredi. On se retrouve demain jeudi. Julio Axel Job, en attendant justement votre combat avec Francis Ganou, on vous dit merci d'être passé sur le plateau. Merci Romaric. Au grand plaisir. Merci à Ivan Meni, merci à ceux qui nous ont regardés. Nous allons rendez-vous demain, 10h. Merci à Eric Dikongué, Steve Ngounou Césaire, merci également pour la diffusion de qualité de ce matin. C'est le grand patron justement de la production au sein d'Horizon 3 Télévision et chez Mott. Merci accompagné du jeune Franck derrière les 8 caméras justement qui nous montrent ce matin dans ce studio. On va dire également merci à la coordination Rennes, Christelle Tigniem, l'honorable François Biba pour la supervision générale. Mesdames, Messieurs, à demain pour une autre sortie d'Horizon Midi. Romaric Noafeu, l'unique étoile du drapeau camerounais. J'ai encore le privilège de modérer les échanges ce matin. Bonne journée à toutes et à tous et à 12h30. Alex Rodrigue Bekono pour le journal de la mi-journée.